dans ce tout nouveau numéro du podcast Pourquoi Buffy c'est génial, épisode 22. On est content. Ça commence tout doux. On est sur FIP et on Ce soir sur FIP, vous avez le programme de... Et on écoute, vous allez me dire pourquoi on écoute Sartman un morceau de jazz, hein? Oui, hein, pourquoi Sartman, pourquoi on écoute un morceau de jazz? Alors que normalement, on est d'accord, les musiques de générique de Pourquoi Buffy c'est génial sont toujours des morceaux extraits de la BO de l'épisode du jour, on est d'accord? Oui, tout à fait. Sauf que dans l'épisode du jour, il n'y avait aucun morceau de musique, donc j'ai choisi un morceau en lien avec notre épisode. Un morceau de Thelonious Monk, car vous allez voir qu'un personnage de l'épisode secret qu'on va commenter ce soir s'appelle Thelonious Monk. Ça tombe bien. C'était donc Blue Monk qu'on écoutait à l'instant. Le plus grand jazzman de tous les temps. Qui a été enregistré au Blue Note en 1976. Non, c'était en 1969. Il avait fait un Country Riverside. Il était grippé. Il était grippé. C'était le batteur de Sonny Liston Junior d'ailleurs. Qui, on en parle après. On écoute le morceau et on en parle. C'était bien sûr une imitation. Une petite dédicace au nul. Non. Quel connard. Faut tout refaire. Bon, oui. Parlons du. Non, avant on va se présenter. On s'est pas encore présenté. Oui. Je suis Sartman. Hey. Salut Sartman. Salut Sartman. Je suis officiellement le plus grand fan de Buffy de toute la Sarthe. Ah oui. Vous savez ce que c'est la Sarthe? Ouais, on y passe souvent en voiture. On s'y arrête. On s'y arrête pas, non? On s'y arrête. Et on est en Bretagne, figure-toi. Et on y mange des rillettes tellement c'est bon. D'accord. Je suis accompagné de Riley. Comment ça va, Riley? Salut. Tu es qui, toi, Riley? Je suis le petit ami de Buffy en saison 4. C'est vrai, on l'a oublié. Ouais. Et voilà, bah depuis ça. Pas trop dur, ça va. Depuis c'est ouais. Depuis c'est moyen. La vie est moyenne. Je fais des podcasts. Voilà. Ça va, c'est pas mal. Et Clément, comment ça va, Clément? Bonsoir, bah ça va très bien, impeccable. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Clément? Je suis fan de Evil Dead devant l'éternel. Oula! Même de la série? Ça me prend. Bah, ma foi était un peu ébranlée. On va en parler. On en parle après. On en parle après. Alors, vous vous dites, vous qui êtes en live et que vous regardez ce magnifique visuel, vous vous demandez, c'est quoi cette affiche d'un morse qui dit Wake up? Donc, c'était l'indice qu'on avait mis sur les internets. Tout à fait. Pour vous faire deviner de quel épisode on va parler ce soir. On va parler de l'épisode I Robot Your Jane, Moloch en français. Moloch. C'est Moloch. Oui, c'est Moloch. Moloch. Voilà, donc vous vous dites quel est le lien avec cette affiche. Cette affiche Wake Up avec le morse est visible dans le décor de la salle informatique qu'on va voir à de nombreuses reprises dans cet épisode. Bien vu, Sartman. Ce n'est pas une crevette, on nous dit sur le chat. C'était un morse. Une crevette, c'est quand même beaucoup plus petit. Hein. Moi, j'ai vu une chipolata ou un truc. J'ai vu un morse tardivement. Non, mais sur le moment, j'ai fait. Qu'est-ce que c'est que cette grosse? C'est quoi cette masse informe, tu vois? Et j'ai vu que c'était un morse après coup. Du coup, je me suis dit, ça, Sartman a craqué. Très dur, ouais. Ouais, parce que le dernier indice que j'avais mis, ça avait été trouvé assez facilement. Donc j'ai dit là, je vais mettre un indice un peu coton, hein, comme on dit. Et ben ça a marché parce que personne n'avait trouvé. C'est cool. Nous sommes donc ce soir en direct. Le but de ce live, c'est surtout que vous participiez, hein, on est d'accord, à l'émission. Pour cela, rien de plus facile, il vous suffit d'intervenir sur le magnifique chat qui a l'air de fonctionner. Hein. Oui, bonsoir à tous les gens du chat. Et donc il se trouve à droite de la retransmission. Vous pouvez. Un gros big up à Sartman qui, il y a un quart d'heure, se battait encore avec les fils, les machins. On a failli pas enregistrer, franchement, bravo, mec. Vive la technique. Je vous rappelle le principe du podcast. Nous mettons l'épisode en lecture, on le commente scène par scène, en direct, libre à vous de le regarder en même temps ou de pas. Nous allons donner des analyses, des anecdotes, des explications, des critiques, des infos sur Buffy à travers les commentaires audio pour mieux comprendre le show et l'apprécier. À sa juste valeur. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Oui. Il y a des Espagnols qui nous écoutent. Oui, bien sûr. Un gros bisou à nos amis Iber. Ouais. Le podcast existe en MP3 sur iTunes, PodCloud, Podcast Addict, plein de choses incroyables. Et en vidéo sur YouTube. Pour nous contacter, c'est le mail pourquoi-buffy-c'est-génial@gmail.com, tout attaché sans accent. Et pour aller voir tous ces petits liens, il y a le site internet magnifique pourquoi-buffy-c'est-génial.wordpress.com, tout attaché sans accent. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les magnifiques sites Slayer Revival et Buffy Angel Show. Cool. Tout de suite, si on passait... On est en train de conquérir les internets, hein, tu es au courant, Riley. Mark Zuckerberg est très inquiet quand même. Si on passait tout de suite à la rubrique des gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you?
Nothing can defeat the penis. Un gros bisou. Alors moi je vais commencer, je fais un gros bisou à Loli Boutet qui nous écoute actuellement, attention tenez-vous bien, sous l'eau. Ah oui. Oui, en nageant. Là justement, attention, il y a un petit qui plonge là, qui fait la bombe, attention, fais attention à toi. Ouais, elle nous écoute en faisant de la natation. Ça fait trop plaisir. Avec un appareil absolument incroyable, apparemment, baladeur MP3. Oui, alors j'ai vu ça sur Amazon, c'est trop bien. Je vais en acheter un. Fais pas de la pub. Gros bisous. Pardon. Non, on arrête pas. Allez sur Amazon acheter des Nike. On fait un gros bisou à Big M qui avait reconnu lors du la dernière fois le jingle. Vous vous rappelez, il y avait un concours. Ah oui, il y avait un nouveau jingle, le concours incroyable. Concours officiel du nouveau jingle, et c'est Big M qui avait repéré le premier. Bien joué, Big M. Qui est là ce soir en live. Un gros bisou. Big Up. Ouais, Big Up. Un gros bisou également à Claire Guyot, que vous connaissez tous, c'est la voix française de Buffy, qui se lance dans la mise en scène avec un projet très intéressant intitulé Le Misanthrope vs Politique. C'est donc du théâtre, une adaptation de la pièce de Molière, le Misanthrope, visant à montrer son caractère intemporel et toujours aussi pertinent dans notre société contemporaine. C'est un projet Kiss Kiss Bank Bank, donc qui a besoin d'argent, qui a besoin de... C'est du crowdfunding. De votre aide. Vous pouvez aller faire un tour sur le Kiss Kiss Bank Bank, donc du Misanthrope vs Politique, et n'hésitez pas à y participer si ça vous dit. Sur les fans de Claire Guyot. Ouais, et puis non, le projet a l'air vraiment intéressant. Montrer que Molière est intemporel. On fera un podcast sur le Misanthrope. C'est un beau projet. Mais non, mais fait. C'est intéressant de montrer que ce mec a des choses qui... Molière. Bah ouais. Molière, il est bon. Pourquoi Molière, c'est génial. Voilà, on y arrive. Attends, allez, on exclut le prochain podcast. Gros bisous enfin à Buffy Angel Show qui organise le 26 août 2016. Donc c'est dans longtemps, mais notez-le bien sur vos agendas. On en reparlera. Une soirée vampire à la Bellevilloise à Paris. Il y aura une conférence sur le vampirisme à travers le Buffyverse avec le créateur du musée du vampire à Paris. Ok, est-ce qu'on peut venir en cosplay? En cosplay vampire? Ouais. C'est forcément conseillé. Il y aura donc de la loterie, des quiz garçons contre filles, il y aura des surprises, il y aura plein de choses incroyables. Donc venez 26 août 2016. On y sera, en théorie. Carrément. Enfin, surtout si Clément est en cosplay. Le rendez-vous est pris. Bah je suis un normal quoi, je suis pas déguisé. Vous êtes pas sympa les mecs. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une imitation. C'est génial. Et toi t'es déguisé en quoi? Raya, t'avais des gros bisous? Oui. Je voulais faire des gros bisous à toute l'équipe de la web-série IPM, dont le tournage, on a fait un tournage génial. Qu'est-ce que c'est IPM? C'est une web-série faite par l'association Groupe 13. Je connais pas. Ah ouais, on connaît pas. On sait bien. Si, on connaît carrément. Arrêtez les conneries les gars, ça suffit les sarcasmes. C'est une association qui fait des courts-métrages, des web-séries, des documentaires et dans laquelle nous sommes. Qui a changé de président il y a pas longtemps, je crois. Tout à fait. Ça fait un petit moment maintenant. Bref, et du coup, voilà, il y a une web-série qui est sur le net depuis quelques temps qui s'appelle IPM, Ivresse Publique Manifeste. Tapez bien web série derrière sur internet parce qu'après sinon on tomberait sur on mettra les liens. Et le tournage vient de se terminer. Donc on a tourné ce week-end, c'était génial. Donc on fait un gros bisou à tous les. Il y a des gens de l'équipe qui nous écoutent. Aux figurants qui sont levés, à tout le monde. Et qui sont même autour de cette table, donc c'est complètement incroyable. Ouais, c'est mon gros bisou aussi, Sartman, je tiens à le dire. Voilà, un gros bisou à toute l'équipe d'IPM et à tous les gens qui vont regarder. S'il vous plaît, mais arrêtez de parler tout le temps, je vous assure, c'est insupportable. On refait le match sur RTL. Pascal Pro. Alors on refait le match à l'occasion de revenir sur la dernière émission, dire ce qui allait, ce qui allait pas. C'était il y a longtemps. C'est il y a longtemps, c'était mi-novembre. Ouais, c'était il y a trop longtemps. C'est le 20 novembre, un truc comme ça. Enfin, c'était il y a longtemps. Il y a eu, moi j'ai noté des choses, il y a eu des jeux de mots incroyables sur le chat. Big M et Jonathan étaient à fond les ballons, ils étaient très très en forme. Et donc ça c'était bien déjà. Et par contre, il n'y a pas eu de référence à Evil Dead, Clément. C'est possible. Putain, là, comme ça me dit rien, mais non, c'est pas si grave que ça, on n'est pas obligé d'en faire à chaque fois. Si, à chaque fois. D'accord. Bon, je vais vous en trouver une, vous inquiétez pas. Ça fait partie des codes. Tu vas carrément parler d'Evil Dead, non? Est-ce que tu vas parler d'Evil Dead ce soir? Oui, si on tease un peu la fin du podcast, oui. J'ai une rubrique sur Evil Dead H versus The Evil Dead, évidemment. Cool. C'est bon ça. Est-ce qu'il y avait d'autres? Moi le son était un peu pourri dans la dernière émission, Sarpan, non? Alors une rumeur dit que tu n'as pas appuyé sur le bouton de l'enregistrement, c'est vrai? Alors attends, moi j'ai quelque chose à te répondre immédiatement. Faut pas que vous fassiez des phrases trop longues. Je vous assure, j'ai pas compris. Il prévoit ses coups, c'est scandaleux quoi. Tu me réponds avec Pascal Pro. Très bien, voilà. Non, mais oui, le son était pas terrible. Ce sera mieux cette fois-ci. Il y a un petit problème technique, mais bon, là c'est réglé. Non, mais ça arrive. D'autres choses ou on passe à la suite? Passe à la suite. On est bon, hein. Alors
va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley, hein, le spécialiste du sondage. Suite à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. Immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Ouh là là. Rubrique sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il y avait un sondage? Il y avait carrément un sondage. Il y a eu plein de réponses, vu que c'était il y a longtemps, hein, effectivement. C'était quelle est votre saison préférée? Donc question de la plus haute importance. Et évidemment, j'ai envie de dire, c'est la saison 2 qui a eu le plus de voix. Bah, génial, c'est ma saison préférée. Mais oui. Et juste après, la saison 3, hein, que moi j'adore aussi, la saison 3. C'était très serré. On a eu plein de réponses, c'était très cool. Et il y a aussi la saison 4 et 5 à égalité, avec 6 voix chacune. Tiens donc. Et c'est marrant que la saison 4, parce qu'elle était vachement critiquée. En plus, on en avait parlé avec Carole, l'épisode podcast 11. Bien sûr. C'est pour ça que c'est toujours intéressant les sondages, parce qu'on s'imagine des choses et on voit que les sondages. Finalement, non. Les avis sont pas partagés par la majorité. À chaque numéro, on a de plus en plus de réponses aux sondages, donc ça fait plaisir. Donc c'est de plus en plus crédible, hein, mes sondages. Hein. Voilà. Hein, oui, il y a Sofres qui nous a appelé là pour valider ton sondage. Sofres. Donc oui, nous aussi, on préfère la saison 2 hein, dans l'absolu. Même si j'adore la 3 avec le maire, non? Ouais. Moi je suis et la 7ème saison, elle est dans ton classement parce que la 7ème saison très bonne aussi. Avant-dernière. Ah, c'est ballot. Ouais. Moi j'aime beaucoup la 7 aussi. Hein. Mais bon, et sans surprise, c'est la 1 qui a eu remporté qu'une seule personne. Les gens n'aiment pas la 1. Bah, on va en parler ce soir. On en parler. Bah oui, on fait un épisode de la saison 1 donc avec Moloch et on va. Ah, ça te fait rire ça, Moloch. Et bah oui, c'est une saison très différente des autres, effectivement. Tout de suite, on va passer à l'épisode du jour. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmare. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of Class Plus Cordelia, mixed in a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. L'épisode d'aujourd'hui, c'est donc I, Robot, You, Jane, Moloch en français, l'épisode 8 de la saison 1, écrit par Ashley Gerrell et Thomas R. Sweden, et réalisé par Stephen L. Posey. I, Robot, You, Jane a été diffusé pour la première fois le 28 avril 1997. Quelques mots sur ce titre déjà, qui peut éventuellement vous apparaître énigmatique. C'est comme souvent un titre qui mélange deux références. Et la première, c'est Tarzan. Ah, j'ai une image. Une petite image. Petite illustration. Donc Tarzan, histoire que tout le monde connaît, de l'homme singe là, qui est à la base un bouquin d'Edgar Rice Burroughs. Histoire dans laquelle on retrouve une scène devenue culte entre Tarzan et Jane, qui se découvrent et tentent d'établir un dialogue perché en haut d'un arbre. Et ils échangent difficilement leurs prénoms et on arrive à Me Tarzan, You Jen. C'est la première étape de cette histoire d'amour entre la jolie jeune fille et une brute animale qui va essayer de devenir un homme. Et dans notre épisode de Buffy, ce n'est pas un singe qui va essayer de devenir un homme, c'est donc un robot. Mais oui, c'est de la SF. C'est pour ça que à Me Tarzan Eugen, on ajoute I, Robot. I, Robot, c'est quoi les gars? À part un film avec Will Smith. Et bien figure-toi que c'est un livre. Ah. Mais ouais, connard. Il est pas très bien ce film avec Will Smith d'ailleurs. Et oui. Oui, c'est génial. Mais le livre est bien. C'est à la base un livre parce que, comme le dit Jenny à Jace dans l'épisode, ça part toujours d'un livre. Un livre de Isaac Asimov, un grand bonhomme de la SF que tout le monde connaît. Bah oui. iRobot, c'est donc un recueil de nouvelles sorti en 1950. Des nouvelles qui ont comme point commun des robots que l'homme tente de contrôler ou d'encadrer, mais qui finissent toujours par se surprendre en développant de nouvelles aptitudes, ou même carrément des consciences propres. Les hommes sont alors très déstabilisés par ces machines qu'ils ont inventées pour les servir, en définition des règles d'affermissement, vous savez les 3 règles des robots, très précises, mais rien ne se passe jamais comme prévu et le robot arrive toujours à s'extraire des limites imposées par l'homme. On va voir que l'épisode nous ramène beaucoup à ces thématiques d'asservissement et de développement d'une conscience propre malgré les limites du système. Plein de choses passionnantes donc qu'on va voir dans cet épisode, et donc qui sont évoquées dès le titre avec ces 2 références incroyables. Il se passe des choses sur le les gens vont se coucher. Goten qui veut se coucher, Lucie veut se coucher parce qu'il voulait juste savoir c'était quoi l'épisode. Donc lundi ça a bien fonctionné. Hein. Qui fait le pitch? Est-ce qu'on a un petit pitch? Ah bah j'ai préparé un petit pitch. Bien sûr. Riley a un pitch? Évidemment. C'est étonnant. C'est juste la première fois de l'histoire du podcast que Riley a un pitch. Ouais, ça fonctionne. En Italie, alors ça commence comme ça. En Italie. En 1418, le démon Moloch, Moloch, voilà, est enfermé dans un livre par des moines.
Donc on va le voir en fait en pré-générique. Et presque 600 ans plus tard, à Sunnydale, Buffy découvre le livre dans la bibliothèque de Giles, comme par hasard. Et en le scannant sur son ordinateur, Willow libère le démon dans une machine, donc dans le réseau. Voilà, je vais pas plus loin sur le pitch. Oula ah oui, non, il faut laisser un peu de... Bah oui, après on va voir dans l'épisode. Peut-être les pitchs étaient trop longs. Mais t'as eu la flemme de le faire en fait, c'est ça? Je l'ai fait à la fin, au dernier moment. Sommaire, de quoi on va parler, Riley? Alors le sommaire, je l'ai pas fait au dernier moment. On va parler des internets, de l'identité virtuelle, des robots, et de Jenny Calendar, hein, bien sûr, c'est la première apparition de Jenny. Et j'ai aussi une petite théorie sur les caméras de surveillance et les webcams. On va parler caméras de surveillance. Je comprends pas les gens qui vont se coucher parce que ça a l'air intéressant. Bah oui. Non mais il y a quand même encore du monde. Les caméras de surveillance, ça a l'air intéressant. Ah oui, tu vas voir. Voilà, on a hâte. C'est parti. On a hâte. On va aussi parler en toute fin de podcast. Il y aura bien sûr les fameux systèmes Buffy, hein, parce qu'on n'a pas d'invité. On passera directement au système Buffy. On va parler beaucoup de séries, je crois. On parle de Jessica Jones. On parlera de la Brigade des Maléfices. Et de H versus The Dead. C'était annoncé ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, voilà. Alors on est prêt? On va passer à l'épisode. Est-ce que chez vous êtes prêts? Vous êtes munis de votre télécommande? Parce qu'il va dire taupe. Attention, donc attention, 3, 2, 1. On parlera pas de Buffy XXX ce soir, Big Game. On parlera pas de quoi? On parle de Buffy XXX. Il demande, ouais. Si on va parler de la... On l'a revu. Voilà, c'est parti. On l'a revu. Donc c'est le teaser. Alors avant on a un petit bah oui, il a qu'à disparu après. Un discours de Giles. Un petit pitch de Giles. Enfin c'était même pas Giles au début. Bref, on est en Italie. Oh là, c'est trop fort, faut que je baisse le son. Bisous à Carlo. Bim, donc première scène, on nous donne le ton de l'épisode, un jeune naïf qui perd la tête par amour pour un vieux monstre dégueulasse. Donc attention les enfants, ne pas tomber amoureux de n'importe qui, hein. C'est très important, c'est le message de cet épisode. Surtout des monstres à cornes. Il me fait penser à Giles dans l'épisode Newman 314, où il devient un démon. Ouais. C'est carrément le même esprit. Ils ont peut-être recyclé le costume, hein, c'est possible. Il est bien, il a de la gueule ce Moloch. Ouais, il est cool. Et ça va être un épisode sans vampire encore une fois dans la saison. Il n'y en a pas souvent, mais ça arrive. En saison 1, c'est quand même. C'est un sur deux. C'est pas une nuit américaine Ouais, ça a l'air bizarre. Une nuit américaine. Donc c'est lui, Thelonious. Et voilà, Thelonious Monk. Le Monk. Ah oui, il est Monk. Ah oui, donc dont on a parlé, d'où vient le nom du jazzman là, qui a fait Blue Monk. C'était un petit clin d'œil. Vient Clément, toi qui connais bien la série. C'est inspiré du jazzman aussi, la série Monk. Ah non mais je connais pas la série. Mais si, t'en parlais. Oui, tout à fait, je crois. Alors, un petit point sur l'origine du mont Moloch maintenant. On va faire un tour sur Wikipédia, on découvre que Moloch c'était le dieu des démons. Tu vas l'appeler Moloch tout le... C'était un dieu ou un démon qui apparaît dans les écrits chrétiens et kabbalistiques. Un mec donc pas très sympa qui réclamait des sacrifices de bébés. Charles Posey. Il réclamait des bébés. Ouais, c'est réalisé par Posey. Donc en effet, les Ammonites, c'est un peuple de la région de Canaan, vers le Proche-Orient, tout ça, devaient lui sacrifier leur premier-né en les faisant cramer. Donc Moloch est un nom parfait pour un connard de démon, on est d'accord. Ouais, c'est bien. C'est aussi le méchant dans Metropolis, Riley, c'est pas ça? En fait il y a une machine dans Metropolis de Fritz Lang, film de 1927. Film génial, bien sûr. Film de SF de 1927 qu'il faut voir si vous ne l'avez pas vu. Absolument. Il y a en fait une machine qui s'appelle M et qui devient une divinité un peu et qui s'appelle Moloch. Et voilà, dire Moloch, c'est insupportable. Parce qu'à force on va l'appeler Moloch. L'autre référence serait elle informatique, logique vu la thématique de l'épisode qui doit mêler ordinateur et occulte. La référence serait la fonction appelée malloc, Memory Allocate, qui permet d'allouer de la mémoire. C'est une fonction distribuée sous GNU Linux dans le paquet GNU C Library. Si un de vous a compris ce que je viens de dire, je l'engage à me contacter de toute urgence pour m'expliquer ce que ça veut dire. Les informaticiens, ouais. Donc, on est à la bibliothèque. Jenny arrive. Voilà, entrée de Jenny. Donc Moloch a été enfermé dans un livre qui forcément arrive à la bouche de l'enfer, dans la bibliothèque de la bouche de l'enfer. Le personnage de Jenny, donc que vous avez noté, charmant personnage. Présenté en un plan très simple. Robbie la morte. Ouais. Devait, ça, pratiquement tout le monde le sait, devait s'appeler Nikki à la base. Ouais. Mais comme Nikki, c'est le petit surnom qu'utilisait l'équipe de la série pour appeler Nicholas Brandon, ça a été changé en Jenny pour pas qu'il y ait de malentendus. Là il y a Fritz. Fritz est un personnage incroyable qui dit là, juste là, il dit if you're not jacked in, you're not alive. Si t'es pas branché, connecté, t'existes pas.
Phrase qui n'a jamais été aussi actuelle qu'aujourd'hui, et c'est drôle de voir cet épisode vieux de 18 ans comme un objet historique un peu, et de voir qu'on a déjà les débuts, déjà au début d'Internet, il y avait des interrogations sur l'identité virtuelle des individus. La vision de Fritz l'extrémiste est de nos jours partagée par beaucoup plus de monde qu'avant, et n'apparaît peut-être pas si extrême que ça maintenant, de dire que si tu n'as pas d'identité virtuelle, tu n'as pas de vraie identité. C'est toujours extrême. C'est très actuel en fait. C'est encore plus actuel qu'avant, je trouve. Oui, voilà, ouais, carrément. C'était peut-être même prophétique. J'aime bien Jenny, on n'a pas beaucoup parlé, mais elle est vraiment rivale de Giles. Elle, c'est les ordinateurs et lui, c'est les bouquins, et il l'aime pas du tout. Ouais. Quoi qu'on sent quand même une tension un peu sexuelle. Bah, bien sûr que si, c'est une romance, scène, une romance qui se met en place. Ça de là à parler de tension sexuelle. Bon, là, on arrive au scan du bouquin. On n'a pas dit que Xander avait un t-shirt pornstar. Ah oui, on n'a pas dit, ouais. Pourtant, c'était génial. Oui, là, la scène du scan, très controversée, j'ai envie de dire, parce que c'est n'importe quoi. Elle scanne très très bien. Non, mais déjà, mais pourquoi le bouquin est lu par le scanner? Je comprends pas. Le pitch de départ est bancal. Si, c'est l'ordinateur qui lit le livre. Ouais. Bah, sinon l'épisode tient pas. Mais pourquoi faire le scanner du coup? Mais pour lire le livre. Quand scanner, c'est considéré comme étant lu. Bah bien sûr. Ah, grosse référence à Lost là, bien sûr. Hein. quand Walt parle avec Michael sur les ordinateurs. Voilà. Elle est là, la référence à Lost. Voilà. Bah, Joss avait vu Lost, il me semble. Ouais, oui, avant. 10 ans avant. 10 ans avant. Il avait vu Lost, c'était très. Donc, la générique début. 10 ans avant sa sortie. Bah, non, c'est bon, c'est aucun sens. Ben voilà, générique début. J'adore le générique première saison. Pourquoi? Mais c'est le souvenir quand on regardait. Mais la musique est pas bonne. Non, mais t'as le souvenir du moment où tu le regardais. Ah oui. Madeleine de Proust. Exactement. On parle beaucoup de la Madeleine de Proust dans notre dernier podcast qui n'a pas encore été mis en ligne. Donc des vampires, tout ça, Buffy qui se bat, saison 1 quoi. Voilà. Sinon ça va vous, le chat, comment ça va? Impeccable. Sur le chat, attends. Joss visionnaire, bah oui, bah évidemment. Big Game il a raison, Joss est visionnaire. Évidemment. Il avait vu Lost 10 ans avant que ça existe. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? On avait des choses à oublier ou pas? Je sais pas. Donc Willow totalement amoureuse là. Et Buffy totalement dénudée. On l'avait, il fait chaud, c'est la Californie. On l'a pas dit, mais en une phrase, juste dans la scène juste avant, ils ont rétabli l'intrigue fil rouge, l'intrigue amoureuse qu'il y a dans cette première saison. Alex, Willow aime Alex, qui lui aime Buffy, qui elle aime Angel. Tout ça, c'est redit. Angel n'aime pas Alex. Voilà. Ça, c'est à peu près sûr. Et la photo de Giles et Willow dans le podcast. Alors, je crois qu'on l'a déjà évoqué, mais c'est génial. Willow a donc la photo de Giles accrochée à l'intérieur de son casier. Bon, déjà, c'est drôle. Et c'est cohérent en fait quand on sait le rôle qu'elle prendra par la suite dans les saisons suivantes. Elle remplacera plus ou moins Giles en tant que source d'information auprès de laquelle la tueuse vient chercher de l'aide. Et donc Willow est la petite protégée, la padawan de Giles en gros. Et elle met des photos de lui sur son casier. Normal, elle est un peu amoureuse de Giles. Attention, on arrive dans... Et regarde la fiche Wake Up. Vous la voyez avec ou pas? le morse, mais oui. Elle était derrière les ordinateurs. Si, on la reverra. Oui, non mais si, on l'a vu, mais on la reverra mieux après. Là, on la voit bien. Fiche géniale. Donc c'était beau ça. plan là pour la salle d'informatique. Pour voir la fiche Wake Up surtout. Bah c'était tourné autour de ça. Du coup, direct Stéphane Porzay. Une fiche Wake Up dans une salle informatique, tu crois qu'il y a un rapport avec Matrix? C'est Porzay. Ah, c'est marrant ça. Non. L'informatique, science-fiction, tout ça. La prof cool, Jenny, arrive une nuit de soleil. Elle a dû picoler toute la soirée avec Giles. Buffy, elle, s'inquiète de la relation de Willow qui ne connaît pas réellement la personne avec qui elle chatte. C'est ça que. Elle vient de lui en parler. Nouvelle utilisation du fantastique pour parler d'un fait de société, d'un problème possible chez les jeunes de notre monde réel. Des jeunes parfois influençables qui peuvent changer du tout au tout s'ils font des mauvaises rencontres. Et là, on est donc dans une intrigue hyper classique de teen drama. Sauf qu'on y a remplacé même un vieux pervers écumant les forums de lycéens par un démon tout aussi vieux et tout aussi pervers. Donc on parle d'un fait de société à travers le fantastique. Parce que là, donc Willow a rencontré Malcolm, un mystérieux étudiant. De la série Malcolm in the Middle? Non, un autre. Ah, pardon. Dans cet épisode. Hop, premier plan webcam de l'histoire de la télévision, j'avais dire. Avec ce zoom et pixelisé là, c'est superbe. Bon, je suis pas sûr que ce soit le premier plan webcam de l'histoire de la télévision. Alors là, attention, dans X-Files, il faudrait regarder dans X-Files. C'est le moment de faire des arrêts sur image, mais nous on va pas le faire. Mais on vous encourage à le faire sur votre télévision. DVD, ouais. Donc déjà, c'est les mêmes dossiers qui passent en boucle, hein. Ils ont fait que 4 dossiers, voilà. Et la date de naissance. Et là, il y a la date de naissance de Buffy. Et 1980 qui est plus la même au plan d'après. Et entre les deux plans,
On a vu aussi un truc marrant, on a vu que sur le bureau de l'ordinateur apparaissait un dossier Buffy iRobot. Donc c'est en fait un dossier que l'équipe de production avait dû laisser là. C'est un ordi de la prod en fait. Voilà, et dedans il y a des sous-dossiers avec marqué scène 10, scène 11, scène 12. Et donc ils ont oublié de l'enlever quand ils ont tourné la scène, donc c'est assez drôle. Et donc cette histoire sur le... Il y a Clips sur le chat, salut Clips. Cette histoire sur l'anniversaire de Buffy. Je vous rappelle qu'on est en saison 1 et que la date de naissance de Buffy n'était pas encore actée, quoi. Bah, c'est pas encore validé. trop, ouais. Donc il y a 2 personnes apparemment qui ont mis 2 dates différentes qui sont retrouvées à l'image. Au montage, c'est quand même une grosse erreur pour que deux plans qui suivent, ils changent la date. Il avait sûrement pas le choix, le monteur. Voilà, c'est pas... Ouais, non mais comment veux-tu faire? Faut rappeler que la saison 1 a été faite vraiment à la va-vite, quoi. En speed, c'était pour boucher un trou en milieu de saison. Donc tout a été fait en speed et là ça se voit, il y a quelques erreurs comme ça. Et donc faut savoir qu'en saison 2, Joss va définitivement acter la date de naissance de Buffy, qui est donc le 19 janvier 1981. C'était donc hier. Hier, bon anniversaire, 35 ans. Hier c'était l'anniversaire de Buffy. L'ordinateur portable incroyable. J'ai cherché le modèle, j'ai pas trouvé. Si vous savez sur le chat. C'est très vieux. Ouais. Ah, j'ai vraiment cherché. Ah, ça c'est cool, ouais. Sur alors ça c'est bien, c'est que le jeu proposé par Xander du oh je te cache les yeux et je te demande qui c'est là aussi une interrogation sur comment connaître la véritable identité des gens sans les connaître. Ou connaît-on vraiment quelqu'un juste en le voyant physiquement? C'est un petit moment de complicité entre Willow et Xander qui peut paraître anodin, mais c'est surtout là pour nous montrer que Willow a peut-être pris goût à cette relation inédite qu'elle a avec Malcolm, avec une personne qu'elle ne peut pas voir. Jusqu'à présent, elle n'avait Dieu que pour Xander, mais maintenant c'est Malcolm qui compte, et même si Xander utilise ce stratagème de l'aveuglement pour se mettre dans la même position que Malcolm, ça marche plus. Ça marche pas, oui. Willow, elle n'est excitée que parce qu'elle ne peut toucher, qu'elle ne peut plus voir par le mystérieux Malcolm. Donc cette scène est très marrante, et la scène qui suit est encore plus marrante. Moi j'adore cette scène, ce dialogue entre Buffy et Xander, une conversation totalement banale qui délire et qui finit en axe murder by a circus freak. Ils s'inquiètent pour leur ami Willow qui pourrait être tué par une hache, par un fou de... Avec une hache. Par un monstre de foire, à Circle Freak. Et donc cette scène elle résume à elle seule le ton de la série. On a une conversation banale d'ado sur une amourette de lycée qui se transforme en monstruosité tirée d'un bagage culturel geek que les personnages ont en commun avec le spectateur. Et ça, ta force des persos en saison, ouais. Et tout ça à la fin désamorcé par une vanne. On a la romance, l'horreur, l'humour, tout ça dans une seule scène. Moi je la trouve brillante et c'est une des scènes qui m'avait fait aimer la série à l'époque. C'est magnifique. Magnifique, tout simplement. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Carrément. Ouais. Non, j'ai l'impression que vous mangez de la pizza. Pas beaucoup. Non. Bah en fait ils s'en foutent, ils disent que c'est une blague. Parce que peut-être plus tard dans la série ils vont se rendre compte que ça peut être vrai. Ils ont pas assez d'expérience. Donc là, Fritz nous répète qu'il est jacked in, qu'il est connecté, et donc selon son raisonnement, dans la première scène, des scarifications. Ouais, et ça veut dire surtout que d'être connecté, c'est d'être en vie. On va voir que ça va pas durer très longtemps. Il se marque d'un M. La marque de Moloch et de la machine Metropolis. De la machine et d'autres choses. Dans un autre film de Fritz Lang qui s'appelle M le Maudit. Ou M en tout court en titre original je crois. Le M de Murderer est mis sur le type qui tue des gens. Enfin voilà, c'est la marque du tueur. C'est un autre clin d'œil à Fritz Lang, donc ça fait 3 quand même avec le prénom Fritz plus les 2 films. Je pense que le scénariste il aime bien. Il est un peu fan de Fritz Lang, on est d'accord. Ou Joss qui l'aurait rajouté. Un petit point vestimentaire sur les hauts de Buffy. Oui, c'est important ce point vestimentaire. Alors, elle a beaucoup d'animaux. Elle a un petit chat. Et là, c'est un espèce de. Elle a même un Pikachu. Elle avait un petit chat avant. Là, elle a un petit lapin sur son t-shirt. Saison 1. Mais oui, saison 1, et elles ont un intérêt, ces fringues, c'est parce que tout est fait pour accentuer le plus possible son côté ado, naïf et fragile. Carrément, ouais. Avec des petits chats, voilà, ou des petits lapins, et qui vont dénoter lorsque la nuit tombe et qu'elle devient une tueuse et qu'elle défonce des démons. Je trouve ça très rigolo, cette ambivalence. C'est bien vu. Buffy, elle est incroyable en saison. Sarah Michelle Gellar. Elle est gaulée. Ah non, mais en saison, elle est incroyable. Ah bah tiens, d'ailleurs. Aïe. Allez, on se reprend. On va voir Dave. Dave, qui est Dave? Dave, d'ailleurs, j'ai regardé, l'acteur s'appelle Chad Lindbergh.
Et c'est marrant parce qu'il a joué dans Supernatural, la série. Vous voyez ce que c'est là? Oui, une série fantastique également. Avec, il jouait H, un spécialiste de l'informatique. Donc le mec est complètement catalogué devant les ordres. Il est peut-être ingénieur informaticien. Bah, peut-être, mais le pauvre, il joue que ça. Le geek. Buffy lui dit d'ailleurs You're a computer geek, genius. Elle se reprend. Et oui, parce que dans les années 90, les geeks n'avaient pas encore pris le pouvoir, hein, pas comme maintenant. Et être traité de geek n'était pas du tout très sympa. D'ailleurs, en saison 1, Cordy, qui hélas n'apparaît pas dans cet épisode, elle passe son temps à traiter Buffy, Xander et Willow de geeks pour justifier qu'ils sont nuls et qu'elle veut pas traîner avec eux. Donc là, c'est Buffy qui s'en charge. Geek, c'était une insulte dans les années 90. Bande de geeks, quoi. C'est à la mode. Bah maintenant, tout le monde est geek. D'ailleurs, je tenais à vous dire que vous étiez des gros geeks. Hein. Ouais, mais c'est pas une insulte, c'est un compliment. Ah, mais quand même, vous êtes des gros geeks. Il y a Yann sur le chat. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'on embrasse. Gros bisous. Qui nous parle de la marque jaune de Black et Mortimer aussi, qui a un M. Il y a un M aussi? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est un symbole récurrent. Bah Fritz, c'est notre maître à tous. Tout influencé. Donc là, Buffy a des doutes là par la réaction un peu étrange de Dave et donc, il a l'air un peu chelou, faut reconnaître. Ah mais Fritz il est... bah, il joue méchant. Ouais, il en fait des caisses. Donc c'est officiel, hein, Buffy va mener l'enquête là, c'est un truc de louche qui se passe. Et donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir son mentor Jace. Qui lui est complètement dépassé par cette histoire de chat d'informatique, ça n'a aucun sens pour lui. Et donc il propose à Buffy de suivre Dave, car il a complètement aucune idée de ce qu'il pourrait faire, et il est déstabilisé par l'informatique. Bon, c'est une scène pas ouf, mais qui a le mérite d'être rapide et de faire avancer le. Oui, ça, et puis ça lance la partie, ça fait une bonne transition où Buffy parle de ne pas se déguiser avec un impair et tout, et puis finalement elle le fait vraiment, quoi. Et oui, elle se moque des codes du polar. Bah toute la scène après où elle part en filature, il y a d'ailleurs une musique à années 80 un peu genre c'est un peu bizarre, avec un bâtiment suspect scientifique. Il fabrique des boîtes là-dedans, je pense. Donc elle arrive devant le CRD. Et donc oui, donc après avoir parodié une séquence de filature de d'ailleurs on en policiers. parle dans le podcast sur Angel, on a codes de la série Angel, oui. Moi je vous invite à regarder ce figurant incroyable, il y a un flic figurant devant le CRD, je le trouve génial, il ne bouge pas d'un centimètre. On lui a dit tu ne bouges pas, et il le fait super bien, il ne bouge pas. Il est congelé le gars. Ah, tiens, encore une caméra de sécurité. Et Moloch regarde Buffy à travers. On dit Moloch, Riley. Enfin, Moloch et Fritz regardent Buffy à travers une caméra de sécurité. Encore. Elle est observée. Avec encore la fiche du morse. Et wake up. Buffy, 20 ans en avance. Killer. Et voilà. Fin de l'acte 1, Buffy est en danger, on a découvert qu'il y avait un méchant, et voilà. C'est l'ordinateur et Fritz, par l'intermédiaire de Fritz, qui est chaud pour tuer Buffy, donc là il y a du danger. Donc pub. Début acte. On arrive dans la bibliothèque et là Giles mordit ses lunettes, normal. Buffy va sortir un My Spider Sense is Tingling. Mon sens de Spider-Man Freddy ou je sais pas quoi. Big M, il dit qu'il n'a pas l'air d'avoir la Fritz. Voilà, c'est reparti pour les jeux de mots incroyables. Donc par cette phrase Buffy, donc c'est une phrase utilisée généralement par Spider-Man, hein, bien sûr. Elle la rappelle comme dans les premiers épisodes de la série, il y avait déjà des références à Superman. Elle nous rappelle qu'elle est une héroïne qui a conscience d'être un super-héros, et ça c'est très important. C'est récurrent dans toute la série. C'est récurrent, ouais, carrément. Et alors, une autre référence sur les noms, tiens, parce que donc les mecs possédés par Moloch sont donc Fritz et Dave, et leur nom de famille sont Siegel et Kirby, qui sont aussi les noms des créateurs de Superman et des X-Men. Des 4 Fantastiques, de Hulk, de Thor. Voilà, donc une autre référence aux comics. C'est super fan de comics. Voilà, et moi j'y vois encore une autre référence. Les prénoms Fritz et Dave peuvent nous faire penser à Frank et Dave de 2001, l'Odyssée de l'espace. Rappelez-vous, les deux astronautes qui voyagent avec l'ordinateur, l'intelligence artificielle HAL 9000, bah oui. un robot qui a l'air génial à la base, mais qui va par un dérèglement et une prise de conscience et surtout une utilisation à fond des règles qu'on lui a données, il va se mettre à vouloir tuer ces deux astronautes, donc un peu comme Moloch. D'ailleurs la webcam faisait penser à Hal, justement, je trouvais tout à l'heure. L'œil de Hal, oui, pensait un peu. Tout à fait. Bah d'ailleurs l'œil de Hal, Kubrick en parlait, n'est-ce pas c'était comme une caméra. Voilà. Non mais si, bien sûr. Si, bah oui, ça tombe sous le sens. Mais si, c'est possible.
Donc là, Willow est en train de chatter avec Malcolm. Willow, la geek, du coup. Et ça me fait beaucoup penser au test de Turing. Est-ce que vous connaissez le test de Turing ? Le test de Turing, c'est pour savoir si une intelligence artificielle imite assez bien l'homme. L'idée est de faire converser un homme avec une machine, et si l'homme se rend compte que c'est une machine, le test est raté. Et s'il ne se rend pas compte, c'est gagné. Ça veut dire que l'intelligence artificielle du robot est assez développée pour imiter l'humain. Bah là, ça peut. Et ben ouais, parce que Willow ne se rend compte de rien, donc le test est réussi pour Moloch. Même si Moloch il se trompe un peu, tu vois, il se reprend à un moment donné quoi. Il dit c'est dit dans les dossiers, ah non, c'est toi qui me l'as dit quoi. En même temps, il fait une erreur humaine finalement qui peut du coup être interprétée comme. Willow à un se dit que Malcolm est un ordi. Est un ordinateur. Pour juste que à partir de là, elle a des doutes quand même. Donc, je sais pas si le test est finalement si bien réussi. Et on peut entendre, c'est vrai, la voix de Moloch. Donc la voix, c'est l'acteur Mark Dickens, qui est un comédien qui fait beaucoup de voix justement. Et sur les internets, j'ai pu lire que beaucoup trouvaient une similitude avec la voix de Hal, le fameux Hal de 2001 de l'Odyssée de l'espace. Alors moi personnellement, je trouve pas que les voix se ressemblent, mais là où il y a une ressemblance, c'est dans le phrasé, la manière très calme et très douce qu'ont les deux robots de parler. Et j'ai l'impression qu'on retrouve cette version de voix robotiques ou informatiques dans plein d'œuvres de SF depuis les années 70, comme si finalement le HAL de 2001 avait été une sorte de référence, avait créé une jurisprudence, et maintenant à chaque fois qu'on entend une voix de robot, d'ordinateur, on s'attend à le voir parler comme HAL. Et pourtant, Robbie le robot dans Planète Interdite, il parle aussi avec une voix de robot. Je sais plus. Ouais, alors lui il est plus. Il est plus comme R2D2 peut-être. Parce que c'est plus vieux que Planète Interdite. Effectivement. Donc ouais, depuis 68. 2001. Bah oui, c'est 68. Donc depuis 68, les voix parlent de manière gentille. Donc là, on a Jace et Jenny qui sont en train de se disputer. Il comprend ce qui se passe. En même temps, c'est écrit dessus. C'est pas comme le porcelaine. C'est clair. C'est louche. Ah merde. C'était celui-là. Fallait pas toucher celui-là. C'est assez louche. Donc dans la relation Rupert-Jenny, on nous fait constamment un parallèle avec la relation entre livre et informatique à travers cette relation. C'est ce qui représente. Dans un premier temps, une relation conflictuelle qui va par la suite devenir beaucoup plus étroite. Et c'est ce que nous dit cet épisode. Livre et ordinateur, on s'en fout, les démons seront toujours là quel que soit le médium utilisé pour pervertir notre belle jeunesse, et ça sert à rien de les opposer. Comme Jace et Jenny, livre et informatique finiront par s'unir dans l'amour. Mais oui, Mathilde sur le chat, c'est la Mathilde qu'on connaît, je pense, de Wooniverse, qui parle de Ex Machina. On en parlait justement. Tu voulais évoquer ce film? Non, justement, j'ai vu qu'il y avait l'histoire du test de Turing, mais je l'ai pas vu en fait. C'est un film basé sur le test de Turing qui prend l'inverse du test de Turing. J'ai pas trouvé le film ouf. Par contre, Oscar Isaac, dont on parle dans notre fameux podcast Sorcerie, est monstrueux comme à chaque fois qu'il joue la comédie. Oui, donc ça a l'air très bien. Oscar Isaac, très bon. Je vais voir ça. Donc là, une scène de vestiaire. Il est oscarisable. Big M, c'est pour toi. Ok, je vois, très bien. Alors là, Buffy, on attend que Buffy et Willow se réconcilient dans les vestiaires avec une scène de douche. On nous promet une scène de douche, on a très hâte, et hélas non, c'est juste Fritz qui va tenter de tuer Buffy. De manière très très vislarde, quand même, l'enfoiré. Mais tu vois, dans un slasher à fond quoi. En utilisant l'électricité, parce que voilà, c'est un peu sur technologique. Bien sûr, l'électricité. Fritz, Buffy qui a changé de haut pour la 10e fois de l'épisode et qui a eu très très chaud, qui lâche les pompes qui fument. Wake up, comme Jessica Jones. Là c'était un plan à Jessica Jones. Jessica quoi? Je connais pas. C'était un plan à Jessica. Là par contre, là c'est une scène pas drôle du tout. Non. Avec le pauvre Dave. Non, parce que Dave il a choisi son camp, il refuse son amour à Moloch pour un amour un peu moins virtuel pour Buffy, on imagine, c'est pas très clair, mais on imagine qu'il a un petit béguin pour Buffy. C'est très clair. Mais donc Moloch, comme tout bon monstre qui se respecte, a besoin d'être aimé, et au moins d'être considéré pour exister, et ne peut pas laisser passer cet affront de Dave, et donc exécute Dave par la main de Fritz. Et donc c'est pas drôle du tout, comme manière horrible, parce qu'il lui fait une lettre de suicide quoi. On fait croire que ce Dave, donc qui paraissait comme un geek un peu no life, qui passe sa vie sur les internets, se suicide parce qu'il ne trouve pas sa place dans la société. C'est malin, et en même temps ça fait froid dans l'eau, parce que ça prend des thèmes forts. On peut s'imaginer, on l'a pas vu Dave se scarifier parce que c'était Fritz, mais on peut imaginer qu'il s'est fait aussi des marques. C'est des gens qui sont pas bien dans leur peau, et l'adolescence c'est un vrai problème. C'est là des choses qui arrivent. On parle dans l'épisode 8, c'est quand même assez fou. C'est parler des vrais problèmes des ados, et y coller des métaphores fantastiques. C'était le pari de Buffy. Du coup on désamorce tout de suite après, voilà.
Et voilà, comme on a eu comment sont mes cheveux, on a eu une scène hyper anxiogène, et comme Buffy c'est avant tout de la rigolade, enfin la plupart du temps, et surtout au début, Xander dans la scène suivante balance une vanne, de l'humour noir quoi, il dit qu'il va tuer Dave, Dave vient de mourir, on est d'accord, et Buffy en plus après sort une vanne en se préoccupant de ses cheveux alors qu'elle a failli mourir électrocutée, pour bien faire redescendre la tension après ces 2 passages assez glauques. Donc c'est le passage obligé où Giles explique à l'équipe quel est le monstre à combattre. Et donc c'est peut-être le bon moment, Riley, pour un petit sondage. Oui, pardon, qu'est-ce que t'en penses? Non mais on était sur le... Je suis à fond dans l'épisode. On regarde l'épisode. Oui, alors ce sondage, c'est un sondage un peu spécial, hein. C'est carrément un sujet d'analyse filmique. Donc vous avez... Oula. Vous avez 4 heures. Il faut répondre en un tweet par contre. Hein. Que pensez-vous de la science-fiction dans Buffy en fait? Oula, attention. C'est très contraire, c'est la science-fiction, les robots, la technologie. Hein. Parce que je trouve ça jamais terrible en fait. Non mais attends, Moloch, Adam et tout. Bon. Alors 4 réponses, c'est de la merde, c'est génial, c'est bof. Non, ah oui, c'est de la merde, c'est bof, on aime bien et c'est génial. On lui avait dit de le faire, en plus il l'a pas fait. Si, j'ai marqué le numéro. Non, il faut argumenter surtout, c'est ça qui est important. Donc tu nous demandes... Non mais redis-les parce qu'on a pas redis la question surtout. Ah oui, alors, que pensez-vous de la science-fiction dans Buffy? Est-ce que ça a sa place dans Buffy à votre avis? Comment c'est amené? Genre Adam, le pire donc, c'est quoi les réponses de la série. C'est quoi les réponses dans l'ordre? Le choix? C'est de la merde, c'est bof, on aime bien ou c'est génial. Moi je trouve ça bof. Hein. Oui, parce que Buffy est avant tout une série fantastique. Il y a eu des tentatives de SF. Ouais, il y a plein de robots. Moi que je trouve ultra intéressant justement dans cet épisode. L'IA, les robots, tout ça c'est super intéressant. C'est l'épisode qui est pas incroyable. Oui, puis après la SF ça a quand même besoin de moyens plastiques visuels impressionnants pour passer généralement. Et moi je trouve, et c'est ce qu'a manqué à Buffy. Joss Whedon dans Dollhouse, là il fait de la SF. Il a un peu plus de moyens. Parce que effectivement, en saison 1, ouais, Ted et Moloch, ils sont un peu visuellement, ils sont pas terribles. Quoi que Buffy Bot, c'est sympa aussi, même si c'est pas un ennemi. Bon, bref, moi je dis on aime bien parce que justement quand je convainc des gens, un article sur le site. Moi je dis on aime bien parce que quand on essaie de convaincre des gens qui connaissent pas Buffy, bah justement moi je sors direct l'exemple de elle tue pas que des vampires mais également des robots. Tu vois les gens des robots. Tu vois c'est. Alors la priorité au direct. C'est pas naturel quand même. Buffy essaye donc de tuer Moloch et comme ils connaissent rien à l'informatique, elle essaye d'effacer un dossier. Et là il y a Moloch qui apparaît. Stay away from Willow. Très pixelisé. C'était oh là là la transition. Elle a tapé des trucs sur le clavier pour faire genre je recherche. Juste un dossier. Alors qu'il y avait juste un dossier sur le bureau avec marqué Willow. Mais même le réalisateur il savait pas trop comment fonctionne. C'est un peu ordi, je pense. Mais c'est ça, mais enfin, on est en 96 là les gars. 97. L'informatique ça débute quoi. Ouais. C'est pour ça on pardonnera cette erreur. Mais enfin moi perso à cette époque-là j'avais pas d'ordinateur, je savais pas à quoi ça ressemblait, donc imagine tourner un épisode autour d'un ordinateur, compliqué. Il y a débat sur la science-fiction sur le chat. Mais oui. Ah bah oui je pense que ce sondage. Là où c'est magistral nous dit Ami, même tout à fait. Tout à fait. Faudra qu'on en parle, genre. De Dollhouse, bah oui, carrément. Donc là il y a débat, qu'est-ce qu'il faut faire, comment combattre Willow, comment Moloch. Buffy prend une décision. Moi j'y vais toute seule dans le truc et vous êtes à 2 pour téléphoner. Faut pas l'inverse. Pourquoi ça sert à rien d'être à 2 pour téléphoner. Buffy va toute seule du coup. Donc une nouvelle fois on profite de l'affiche Wake Up avec le morse incroyable. Elle est quand même géniale cette affiche. Mais ça fait penser aussi aux affiches que t'avais dans les salles de techno au collège. J'avais pas d'affiche comme ça. Courage petit chat avec le chat qui s'accroche à la. Oui, mais t'avais des affiches complètement improbables ou avec des tournevis et tout. Ouais, les écrans s'allument, c'est cool ça. Bon, c'est une scène par contre qui ne marche pas du tout, on est d'accord. Ce n'est pas crédible une seule seconde que Buffy soit entrée dans cette scène sans voir qu'un mec était pendu au milieu de la pièce. On va dire que bah voilà, comme je disais, elle a pas vu. C'était la saison 1, pas trop de moyens, tourné dans l'urgence. Il fallait faire une scène de suspense avec juste un décor et sûrement pas beaucoup de moyens, donc c'est pour ça que c'est pas ouf. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Pilgrim qui dit Laurent Delahousse. Voilà, tu vois, mais tu te marres. On devrait pas rire. Alors voilà, mais si. Allez. Bah c'est bien sûr un hommage. Référence aux Beatles, with a little help of my friend. Voilà, tu nous as demandé tout à l'heure si tu voulais qu'on dise un mot sur les Beatles. Je sais pas, vous aimez bien les Beatles ou pas? Bah c'est cool. Moi perso je trouve ça un groupe de merde, mais ah bon? Mais non, j'ai C'était sur le Sgt Pepper. Et voilà, il cite un. C'était sur Sgt Pepper. Il cite un morceau. C'est dans Sgt Pepper. Tout de suite on écoute les Beatles. Qui s'appelle pas en vrai Sgt Pepper, c'est The Art Claire's Band.
Sgt. Pepper Lonely Hearts Club. On arrête l'anglais. Je faisais une référence à Big Lebowski, laisse tomber. Donc il y a je parle aux puristes. Okay. Il y a des chances qu'on l'ait déjà dit dans les autres épisodes, mais on va le répéter parce que tant pis. Ces premiers épisodes sont marqués par exactement la même structure qu'on retrouve d'épisode en épisode en saison 1. La même mécanique, une fois que le monstre a été identifié, ça correspond au moment où un personnage est mis en danger et le groupe se sépare pour sauver ce personnage en danger. Et on termine l'épisode avec un montage parallèle de 2 ou 3 séquences et 2 ou 3 groupes de personnages qui se déroulent en même temps, avec d'un côté le personnage en danger, donc vous avez un mail. Ici c'est Willow, et de l'autre ceux qui tentent de la secourir, Buffy, Xander au CRD et Giles et Jenny dans la bibliothèque. On va voir ça après. Cette mise en place permet de faire monter le suspense, de créer de la tension dramatique et enfin de rythmer le final, car les allers-retours entre les différents lieux se font sur des scènes très très courtes. Heureusement qu'on a plus ça, les mails, la méga boîte aux lettres qui s'affiche sur ton écran quoi. Female voice. Et ça a déjà existé ça? Bah, je sais pas, c'est vraiment que dans les films quoi. Mais évidemment c'est que dans les films. Vous avez un mail. Vous avez un message. Un mail. C'est un peu bizarre. Mais aussi là, comme un peu dans la salle informatique, on essaye de mettre en place une ambiance un peu de suspense, de tension. C'est pas drôle non plus, Fritz. Ami Underworld nous dit que c'est la première fois qu'on va à la maison de Willow. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait, oui. On la verra pas souvent d'ailleurs, il y a des chances. Alors là, Giles écoute la radio et le mec qui parle, figurez-vous que c'est Joss Whedon. Ah oui. Vous savez qui c'est, Joss Whedon? C'est le créateur de Buffy. J'en entends parler de temps en temps. Il parle à la radio du coup. Il dit qu'il y a des trucs chelous qui se passent et il fait un peu non mais il fait un sketch, il joue un journaliste mais il fait un sketch et il parle avec une voix un peu comme ça. C'est assez drôle. Et Jenny arrive. Jenny. En VF, il me semble que c'est une voix de femme en plus à la radio. Je crois. Oula alors là si j'ai regardé en VF. Là c'est une info incroyable que tu nous donnes, Riley, c'est important, non? Ah bon? Donc là il y a une conversation entre Jenny et Giles mais qu'on a passé. Pourquoi c'est drôle? Donc là comme je vous ai dit, l'équipe s'est séparée en plusieurs groupes. On va donc aller d'un groupe à l'autre au maximum. Donc on a vu Giles et Jenny. Là bim, on passera très vite à Buffy et Xander. On va retourner à la bibliothèque. Voilà, ça va très très vite. Qu'est-ce que c'est que ce blouson, Buffy? C'est son trench coat. Son trench coat de détective, de polar. Veronica Mars de Sunday. Je crois qu'on va reparler de Veronica Mars. Parce que je crois que tu veux parler d'une série avec une fille détective privée extrêmement mauvaise et j'ai des choses à dire. C'est génial. Donc là. Toujours le combat de Jenny. Jenny Giles. Bah oui, Jenny vient de balancer qu'elle était techno-païenne, elle savait qu'il y avait des démons dans les internets. Et Giles n'en revient pas qu'une informaticienne puisse aussi être au fait des activités démoniaques. Qu'est-ce qu'il y a un peu sectaire, Giles, non? C'est bien qu'il soit bousculé dans cet épisode, parce que depuis le début il est vraiment borné, il va tout droit et puis c'est tout. Là il y a quelqu'un qui est un petit peu son niveau, qui va le faire changer. Qui est son rival et en plus il va tomber amoureux. C'est qu'un peu mignonne quand même. Bah oui, non mais c'est accessoirement vraiment super personnage de Jenny. Ça relance bien, je trouve, la saison. C'est l'anti-Giles, en même temps elle le complète super bien. Mais carrément, elle est moins chiante que lui, on est très attaché à elle. Puis on spoil pas, mais c'est encore mieux. Ce qui se passe avec elle, c'est fou quoi. Non, spoil pas. Surtout que les gens n'ont pas vu la saison 2. Les gens qui n'ont sûrement pas vu la saison 2. Et Giles, t'as vu là, il tombe amoureux là. Bref, on aime bien. Il aime bien. Il est surpris. Elle est cool cette nana en fait. En plus, pour une américaine. Il est obligé d'avouer qu'il a besoin d'elle quoi. C'est ça qui fait un peu chier. C'est vrai. Ah ouais. Non mais c'est cool du coup. Giles. Et donc là c'est parti, ils vont tenter un exorcisme. dont je vais vous parler dans les scènes d'après. Exorcisme un peu particulier. Ouais, c'est un peu particulier. Mais avant, on va. Le téléphone, ça. Donc, conversation, donc, ces groupes qui se sont séparés se téléphonent avec des cabines téléphoniques des années 90. Des cabines Ouais, on est devant le CRD, tout ça. Et Willow, elle est en danger. Et elle va pas tarder à... Il faut toujours un personnage en danger. Et c'est souvent Willow, Joss Whedon le répète souvent dans les commentaires audio, il adore mettre Willow en danger. En sachant pertinemment que c'était impossible qu'il arrive quelque chose à Willow, parce que c'est un personnage dont la série ne peut pas se séparer. Mais c'était très rigolo de mettre Willow en danger parce que c'est typiquement pas, du coup. Un personnage... oui, mais c'est le personnage d'apparence la plus faible, la plus potentiellement en danger.
Et donc là, elle va rencontrer Malcolm. Enfin, la rencontre. Son bien aimé Malcolm. Et il est effectivement. Ah, mais c'est tendu. Hein. C'est pas comme. C'est pas pareil. C'était ta photo d'avatar était pas comme ça, Malcolm. Ça va pas du tout. C'est donc une sorte de minotaure démon métallique. Donc Buffy l'avait prévu. Alors il a pas un dos poilu, mais il est dégueu quand même. Et donc c'est bien connu. Hein, les gens qui ne veulent pas montrer leur tronche, comme par exemple les podcasters, hein, sont souvent immondes et ont des têtes de démons. Hein, c'est bien connu. Okay. Donc là, début de l'acte 4. Est-ce que je vous ai dit que le costume de Moloch qu'on voit ici se trouve au musée miniature et cinéma de Lyon? On en a déjà parlé il y a 1000 podcasts. Eh ben j'en reparle. On va Voilà. On va vous donner quelques infos. Donc le musée. Est-ce que tu es allé certainement au musée? Je suis allé en expédition au musée miniature et cinéma de Lyon, un excellent musée pour tous ceux qui aiment le cinéma. Donc il y a plein de, il y a des costumes, il y a des accessoires de films géniaux, il y a Mère Alien d'Aliens. Il y a plein de choses incroyables, la statuette, mais oui, il y a des masses du 5e élément, la statuette des aventuriers de l'âge perdu, plein de choses incroyables. Et donc ce fameux costume de Moloch, donc qui n'est pas en dur, qui est en mousse de latex, contrairement à la démarche. Je suis très déçu. La démarche de l'acteur peut nous faire penser que c'est un costume très lourd. Il joue bien donc. Les bruitages aussi. En fait, c'est un costume assez léger en mousse de latex. Donc comment il faisait ça? Il le sculptait d'abord, et puis après il faisait un contre-moule, je crois que ça s'appelle comme ça, dans lequel il coulait de la mousse de latex et bim, on enlève le moule et on a le costume. Voilà, comme ça on invite un maquilleur effets spéciaux. Peut-être on en connaît, on lui demandera peut-être. Et donc on a ce costume de Moloch, donc je le rappelle, visible dans ce superbe musée. Il est réussi quand même. Non, il passe. Il est bien éclairé. Ouais, c'est ça. Ouais. Un peu dans l'ombre et tout. Ouais. C'est vrai qu'après quand il est dans le couloir, c'est un peu plus tard dans l'épisode, ce sera pas pareil quoi. D'ailleurs, faut surtout pas le filmer en plein jour, lui. Et je vous avais dit, comme après la mort de Dave, Alex faisait une vanne. Et là, ça a été pareil. Après une scène. Bim. Elle éclate le gars. Après une scène un peu étrange entre Willow et Moloch, on a une vanne, une chute d'Alex qui nous fait rigoler. Toujours alterner le dramatique et l'humour dans la série. C'est un peu le sacerdoce d'Alex, non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Tu t'égares, Clément. Ouais. Donc là, évidemment, Moloch, il se sent supérieur aux humains. Un complexe de supériorité sur les humains qui jugent inférieurs. Et il y a ça notamment dans iRobot, le recueil de nouvelles d'Asimov dont on a parlé. Avec Bruce Willis. Et ce complexe de supériorité conduit généralement les robots à leur perte. Et donc c'est le cas pour Moloch. Et ça me faisait penser aussi à Battlestar Galactica. Il n'y a pas des caméras de surveillance là? Ah bah si, il y avait une nouvelle caméra de surveillance. Et ça n'a pas arrêté. Oui, on n'a pas vu. Mais plein de caméras de surveillance. Buffy voyait Moloch à travers une caméra de surveillance, sa vraie apparence. Comme quoi, on est sur un 1984, Moloch qui contrôle tout quoi, Big Brother. Encore un grand truc de SF, une œuvre classique de SF. Pendant ce temps, Jenny et Giles allument quelques chandelles pour une soirée romantique. Alors non, ils vont pratiquer un exorcisme, mais bon, moi on me la fait pas. Hein. Oui. Comme on ramène toujours tout au cul dans Buffy, c'est bien évidemment que cette petite activité n'est là que pour imager l'acte sexuel qui arrivera forcément un jour ou l'autre entre les deux. Et donc le premier indice de cette allégorie, ce sont les chandelles. Il y en aura d'autres. Il est romantique le Giles. Là, Willow rompt avec le mec. Elle rompt avec littéralement. Parce que comme dans toute bonne comédie romantique, Willow n'en veut pas au monstre. Ouais. Elle en veut à Moloch seulement de lui avoir menti, pas de son apparence. Elle s'en fout. Parce qu'il veut tuer tout le monde. Bah oui, tu m'auras dit dès le début que t'étais un robot démoniaque, pas de problème. Mais tu m'as menti et ça c'est mal. Elle est très ouverte parce qu'elle sort avec un loup-garou. Elle parlait des dos poilus d'ailleurs avec Buffy tout à l'heure, alors qu'elle adore les loups-garous. Donc là clairement toujours la scène de sexe entre Jenny et Giles, il y a des plans où ils sont cadrés tous les deux très très proches l'un de l'autre et avec leur bouche quasiment l'une sur l'autre. C'est torride cette scène d'exorcisme. Franchement ce que tu dis là la scène d'exorcisme qui symbolise une scène d'amour, non, je vois pas du tout. Mais là regarde, ça lui gicle à la gueule à la Jenny. Non mais non. C'est quand même assez clair. Tu vas un peu loin. Bien sûr que si, c'est ça. Ah oui, c'est complètement ça. Ils finissent tous les deux en hurlant. Enfin, Giles surtout. Il se passait quelque chose.
C'est du jamais vu aussi l'exorcisme d'ordinateur. C'est un concept assez malin. Et là, on vient de passer, on était dans le climax de l'épisode, on est en plein dans le compacteur à déchets de l'étoile noire. Au même moment, au moment où Willow est sur le point de se faire casser le cou par Moloch, pendant que Buffy et Xander meurent à petit feu à cause du gaz, et ben bim, au dernier moment, Jace, comme un R2D2 des temps modernes, réussit à stopper la machine infernale et à exorciser les internets. Et donc à partir de là tout s'enchaîne, donc les bougies s'éteignent, c'est terminé pour la scène torride entre Jace et Jenny. Mais ce n'est pas fini, le bouquin est toujours vierge. Et là il est coincé. Where is he? Moloch il est coincé toujours dans son armure. C'est cool. Il va mal le prendre, il le prend mal quand même. Et donc maintenant c'est la fuite, Buffy et ses amis doivent retourner dans le monde réel. Il y a 3 figurants. Mais c'est pas facile, voilà, le retour au monde réel est toujours compliqué, il y a des gardes et des mecs en blouse blanche à combattre, c'est très dur. Et donc il y a le combat final. Il filme très serré encore. Il y a que des plans serrés sur lui. Bah oui. Quoique là, quand c'est large, c'est un peu raté finalement. Mais il est très bien ce costume. Non, mais génial. Il a un petit côté. Et avec les bruitages qui vont bien, c'est parfait. Et donc le combat final entre Moloch et Buffy a enfin lieu. C'est la première fois. C'est la première fois qu'elle fait face à un robot. Il y en aura d'autres. Ted, Adam, April. Et voilà. Là, c'est la première fois. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout pour moi. C'était Starman. Ah mais hop, et là, cette fois c'était Alex qui était le KO dans l'histoire. Il y a toujours un mec KO dans la première saison. Souvent c'est Jace. Souvent Jace, là c'était Alex. Voilà. Bon là c'est un peu facile. C'est Yann Martin dans l'excellente chaîne YouTube où il fait un Passion of Nerd. Ah oui. Il fait un rewatch de Buffy, il fait une vidéo pour chaque épisode et il a un compteur des notes out de Jace. De Jace, c'est très il est en saison 3 là, il est déjà au 12e je crois. C'est assez génial. Très bonne. Voilà, Moloch est mort, sa tête. Voilà. Très bonne chaîne YouTube dont on a déjà parlé. Là c'était un peu facile le combat final. Bah ouais, je suis pas sûr qu'on ait parlé de cette chaîne YouTube déjà. Si déjà. Il meurt un peu bêtement. Alors là c'est le lendemain matin. Donc après la nuit torride qu'ont passé Jace et Jenny, vient le moment embarrassant le lendemain. Du tête-à-tête du lendemain. Welcome to my world, en plus elle lui dit, elle est chaude, elle est partie. Enfin elle est partie quoi, c'est bon. Et en plus il a oublié... Voilà, Jace est un peu tendu, mais oui comme tu dis, elle a oublié une boucle d'oreille. Jenny par son Welcome to my world, bienvenue dans mon monde, elle autorise Jace à entrer dans son monde, dans son intimité. Cela montre aussi que Jace est maintenant capable d'accepter que l'informatique peut l'aider et qu'il doit parfois lui aussi se faire aider. Ouais, aussi comprend rien. À la manière d'un conte de fées bien connu, Jace ramène non pas une pantoufle de verre mais une boucle d'oreille à sa bien-aimée, une manière de dire qu'à son tour il l'a choisi et il l'accepte. Il l'a bien kiffé. Je crois on n'a jamais vu en plus là, Jace on n'a jamais vu comme ça, il va se mettre à draguer, il va enlever ses lunettes. Il a mis son plus beau veston. Voilà, il enlève ses lunettes et hop, il se met à parler du parfum des livres et tout. Et en mode poète. Ouais, et puis en mode poète, et puis il va arrêter de la regarder, il va s'avancer hors champ là. Il la regarde même plus, il est dans sa tête. On l'a jamais vu comme ça quand même. Elle boit ses paroles, elle est à fond. Ouais, elle a mis son petit cul. Pas mal. Il est fort. C'est vraiment super relation tous les deux. Jace, ça lui apporte un vrai plus. Il est très fort. Faire des super persos. Mais oui, Jenny, mais pourquoi tu es Jenny, merde? Bah ouais, il fallait que Angel il tue vraiment quelqu'un d'important. Putain, parce qu'il est triste cet épisode. Jenny qui a encore plein de mystères, on sait pas du tout d'où elle vient. Jana. Si, c'est une voilà. Mais à ce moment-là de la série, ouais. À ce moment-là, on sait pas du tout. Ouais, c'est ça qui est bien, ils nous le disent quand même dans cet épisode. Nous laissons supposer qu'elle va revenir et puis qu'on en apprendra plus sur son. Alors là, attention, dernière scène de l'épisode, une scène culte de la série. Donc nos 3 héros résument leur romance qu'ils ont tenté d'avoir pendant les 8 premiers épisodes et en concluent qu'à cause de leur mission de sauveur de l'humanité, ils sont condamnés à une vie sentimentale merdique. Ils font donc le sacrifice de l'amour pour protéger l'humanité. C'est gros respect. Et surtout, c'est une scène géniale qui se conclut par We're doomed, on est condamnés. Ils sont conscients de leur avenir, quoi. C'est horrible en fait. C'est génial, ils en rient, mais c'est un rire jaune un petit peu sur la fin. Et puis tu finis l'épisode par une vanne alors que c'était des thèmes abordés quand même vachement durs et tout. Et par un silence, regardez-moi ce silence, c'est génial. Ça c'est génial, c'est super cool. C'est génial. Le plan large et tout, c'est bien vu. Super scène. Ouais, typique saison en plus. Voilà, et qui marque les gens. Quand tu tombes sur une série comme ça en 97 ou 98, tu dis ah ouais, quand même, c'est cool. Ouais. Au lieu de faire fouiller dans tes pages, là ça s'entend énormément à Riley. Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être on peut passer à la conclusion.
Il y a un jingle conclusion, tu vas me dire. Je crois même qu'il y a un jingle conclusion. Trop bien. Attention, 3, 2, 1, jingle. Oh my god. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Alors moi en conclusion je voudrais dire que comme les robots d'Asimov, les robots donc de iRobot, Moloch dès que Willow l'a créé va grandir et se développer pour s'extraire des limites qui lui avaient été imposées, comme l'enfermement dans un livre ou dans l'ordinateur. Il va tellement bien y arriver qu'il va réussir à asservir par la suite pour sa propre cause de nombreux humains. Et c'est là que l'épisode retourne les concepts de iRobot en faisant de Willow, Dave ou Fritz des créations de Moloch à la manière de Herbie ou Speedy ou Cutie, les personnages robots de iRobot, qui étaient des créations de l'homme. Et de la même manière, donc ces créations veulent s'extraire des limites imposées sans succès pour Dave, mais avec brio pour Willow. Un peu comme le dit très bien Jeff Goldblum dans Jurassic Park, Life finds a way. La vie trouve toujours son Malcolm chemin. d'ailleurs. C'est Jeff. Il s'appelle le docteur Malcolm dans Donc on l'a bien compris, Moloch représente les dangers de l'addiction à l'informatique et aux internets qui se développent très rapidement à cette époque, à l'époque de production de l'épisode. Yann nous parle de Age of Ultron, c'est un reboot de Moloch. Mais je l'ai dit, je l'ai dit quand on t'a parlé d'Age of Ultron, il y a les mêmes sons pour que Ultron que pour Moloch. Moi ce que je voulais dire c'est que oui, donc Moloch représente les dangers de l'addiction aux internets et à l'informatique. Willow, Dave et dans une plus grande mesure Fritz se mettent à faire de la merde à chaque fois qu'ils passent un peu plus de temps sur leur ordinateur. On peut donc avoir une lecture de cet épisode très classique, j'ai envie de dire, qui plaît aux parents pour l'époque, qui sous-entend que les jeunes qui passent trop de temps devant leur ordinateur sont en danger et qui risquent de tomber sur des mecs louches ou d'être trop fatigués pour aller en cours, comme les Willow à un moment donné. Donc ça c'est la petite morale qui va bien et qui fait plaisir aux adultes, comme Giles par exemple, qui pige rien à l'informatique. Sauf qu'en plus de ça, et ça c'est le vrai plus de cet épisode, on a le personnage de Jenny qui nous dit totalement autre chose. Énorme plus de l'épisode. Jenny nous dit que les démons existeront indifféremment dans les livres et dans le virtuel, quoi qu'on y fasse. Alors donc autant apprendre à utiliser correctement ces nouveaux outils que sont l'informatique et les internets si on veut être bien armé et pas se retrouver totalement démuni comme Giles ou Buffy qui sont obligés de demander de l'aide. De l'aide. Posey. J'en ai posé. C'est quand même une belle morale, non? C'est une très belle morale. Et c'est un épisode qui aborde des sujets assez profonds quand même. Carrément. Qu'est-ce que vous aviez à dire en conclusion, vous? Moi en conclusion je vais citer Big M. On a beaucoup dit Loche dans ce... Le mot Loche. Dans ce... Le mot Loche. Dans ce Big M qui est un peu de forme. Le mot Loche. Non moi je voulais... t'as tout dit Sartman, hein, juste moi je trouve ça cool de commenter un épisode de la saison 1 quand même. Parce qu'à chaque fois... Mais si, on le fait une fois sur 7. Mais oui, non mais c'est génial, il y a plein de défauts et tout, mais c'est quand même vachement attachant, ça me rappelle plein de souvenirs. Et genre cet épisode Moloch, c'est le cas, c'est un peu débile le postulat de base, je trouve. C'est prévisible et tout, mais il n'y a pas de budget, on le sent, mais thématiquement, c'est super fort. Les personnages sont géniaux. C'est ça. Intellectuellement, ça tient la route, quoi. Ça tient la route, et malgré tous les défauts de la saison 1, ça fait toujours plaisir de regarder un épisode de la saison 1 et de le commenter. Tout à fait. Donc, vite, vivement le prochain. Est-ce qu'on est bon en conclusion? On a fini sur Moloch? Ça manque pas d'un petit jeu de mots là? Non, on va s'arrêter là pour le coup. Alors, comme on n'a pas d'invité ce soir, on va tout de suite passer à la rubrique Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? On aurait pu vous parler d'un petit film qui est sorti fin décembre, enfin mi-décembre même, Star Wars 7, qui était le film le plus attendu de la galaxie, hein Clément? Tout à fait. Putain, ouais. Toi t'étais fan de Star Wars, je crois. Hein. Il était fan. Alors, on va pas vous en parler ce soir parce que figurez-vous qu'on a enregistré un hors-série consacré à Star Wars The Force Awakens. Ouais, on a enregistré dans la salle de cinéma, les gens étaient très mécontents. Les gens ont trouvé qu'on parlait trop. Donc on a fait un hors-série donc de plus
de 2h, 2h30 je crois, qu'on mettra en ligne très bientôt, juste après avoir mis en ligne cet épisode. Donc si vous nous écoutez, juste après quoi. Si vous nous écoutez en différé, il y a des chances que il serait déjà sur le. Et il y a aussi qu'on mette aussi l'épisode Star Wars. Donc on a fait un pourquoi Star Wars c'est génial. Mais si, ça dépend. Pourquoi Star Wars c'est génial. On a essayé d'expliquer ce film très inégal qui est Star Wars 7. On a donné notre avis, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Ce sera un hors-série qui sera mis en ligne très très bientôt. Alors, moi du coup je vais vous parler. On a failli se fâcher par contre à la fin. C'était très cool. Il y a eu du débat. Ça dure 2h30. Des bouteilles cassées aussi. Enfin. Alors, c'était long. Il y avait des blancs, il me semble. Alors moi mon système de fils, tu vas aimer ça. Voilà, je balance la bande-annonce. Ça s'appelle Jacques Bayon. Ça s'appelle la Brigade des Maléfices. Qu'est-ce que c'est la Brigade des Maléfices ? C'est un mec en sidecar. Donc c'est des mecs en sidecar qui se baladent sur le quai à Paris. Donc c'est une série de 1971. Série française. Et c'est une série géniale qui, exactement comme Buffy, les mecs avaient 30 ans d'avance quoi. Ça se voit, oui. Avec Marc Lamolle. Oh merde. Quelle année t'as dit ? 71. Et donc c'est Marc Lamolle et Jacques François, l'énorme Jacques François qui joue le commissaire principal là, le chef donc de la brigade le Skinner de l'équipe quoi. Mais oui c'est ça. Donc c'était une série, c'était le X-Files français en 1971 et à la même manière que Buffy, donc ils utilisaient le fantastique pour parler des problèmes de société. Alors c'est beaucoup les problèmes de couple qui sont abordés dans cette série. Genre dans le premier épisode c'est les maris un peu volages qui vont voir ailleurs et puis après qui reviennent chez leur femme, ou les problèmes liés au logement. Ils abordent la thématique de l'HLM à travers les yeux d'un fantôme, et il y a même des vampires aussi, il y a un épisode avec un vampire, et là c'est plus pour Mais c'est une comédie ou pas du tout? C'est un peu une comédie, c'est un ton assez léger, mais il y a du fantastique, c'est très fantastique. Voilà, c'est une série complètement incroyable qu'il faut voir absolument. Alors c'est très très dur à trouver. C'est du X-Files avant l'heure. DVD. Oui, les DVD sont disponibles, ils ont été édités par Ina. Parce que je vous cache pas que, comme tout bon salopard que je suis, j'ai essayé de télécharger ça sur les internets et je ne l'ai pas trouvé. Mais oui. Par contre, c'est complètement. T'as dû sortir de ton appartement et aller à la Fnac. C'était compliqué. C'est dur. Mais ça existe, c'est en DVD, donc il y a que 6 épisodes. Mais ça vaut le coup. Enfin, si vous aimez le fantastique, la télé, et que c'est cette œuvre complètement ouf. Et si vous êtes curieux surtout. C'était le Jive ça, Buffy et Alex. Alors ouais, donc là ce mec qu'on voit donc, chauve, c'est le héros de la série. Ah bon, ah oui. Ah oui. C'est pas du tout pareil quoi. Ouais. C'est l'inspecteur. C'est David Duchovny. C'est l'inspecteur. Version française. Et ben il s'appelle. C'est Mulder. Renard Mulder. C'est l'inspecteur Guillaume Martin Pommier. Donc c'est le spécialiste de la science des sciences occultes. Voilà, ils l'ont foutu dans le grenier du quai des Orfèvres, voilà, et donc le commissaire interprété par Jacques François, le commissaire principal, l'appelle quand il y a une galère sur une enquête. Une galère surnaturelle. Quand il y a un dossier X, classé X, et il l'appelle, et Pommier, lui, il est toujours au courant de tout. Bon, sauf que le mec, c'est pas du tout jouer la comédie, ça c'est un peu évident. C'est le premier rôle. C'est le personnage principal. Ah, c'est chaud. Et extrêmement mais bon, il est mort. Il se balade en peignoir, tout le temps, c'est un peu étrange. C'est le duc, ça a l'air génial. Bref, donc il y a 6 épisodes créés par Claude Guillemot et Claude. Qui a l'image aussi tout à l'heure. Et Claude Jean-Philippe. Et on retrouve des acteurs un peu connus, genre Annie Dupéret, en blonde incroyable. Elle joue une Vénusienne dans un épisode, et donc une vraie nana qui vient de Vénus, hein, on est d'accord? Ah carrément, voilà, Vénusienne. C'est Buffy. Vénusienne. Il y a aussi Claude Brasseur, le génial Claude Brasseur, qui joue un type en kimono, à qui on va offrir un espèce de Buffy boat. Ah oui. Ouais. C'est un robot à côté de lui. Plus ou moins. C'est une. Putain, ça va loin cette série. C'est une poupée gonflable qui. Ah ouais. Putain. Qui est au service de Claude Brasseur. Enfin voilà. Série. C'est une Buffy bot là, t'es en train de me dire. Ouais. Alors attention. Vous avez des séries fantastiques en France? Alors attention, là j'en ai fait des caisses, on est d'accord? Ah ouais, d'accord. Tout est faux. 1971, ORTF. Au niveau moyen, technique, réalisation, voilà,
c'est pas dingue. C'est très souvent, ça se rapproche très souvent des dramatiques que faisait la télévision dans ses premières années, c'est-à-dire du théâtre filmé en gros. Les scènes sont très souvent filmées d'un seul axe. Avec la caméra qui se déplace, qui fait des zooms, qui bouge. Voilà, c'est pas ouf. Mais par contre, ils ont plein d'idées incroyables. Et c'est ça qui est très très fort dans cette série. C'est pour ça que je voulais en parler. Le scénario que mais ils ont des idées folles. Comme dans le premier épisode. J'ai pas envie de vous dire parce que j'ai pas spoilé, mais voilà, ils ont des idées de mécanique. Pour faire apparaître le fantastique super intéressante en utilisant la photographie, en utilisant la télévision. L'épisode sur la télévision est fantastique. Une sorte de Moloch brigade. Ouais, mais c'est un épisode qui dénonce la télévision, qui dénonce le pouvoir qu'a la télévision sur les ménages. Et cet épisode, c'est le premier où apparaît le diable, justement. Un très très bon épisode, mais surtout dans ce qu'il dit. Voilà. Dans la forme, bien sûr, c'est pas dingue. C'était les moyens de l'époque. Mais des épisodes très 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 intéressants. Cool. Donc la brigade. À quand le reboot alors? Mais non, c'est pas notre culture. Voilà. Bah, la preuve que si. Ils avaient tout compris. Ça m'énerve. Riley, tu devais nous parler. T'as un système Buffy aussi, toi? Moi je voulais vous parler, donc c'est sorti en novembre dernier, donc je pense qu'il y a déjà plein de gens qui l'ont vu, mais bon tant pis. De Jessica Jones, Marvel's Jessica Jones, une série Netflix. Donc c'est créé par Melissa Rosenberg et adapté du comics de Alias de Brian Michael Bendis, que je n'ai pas lu, mais apparemment ça reprend le dernier arc du comics. Donc la saison 2 de Jessica Jones, ça va être un peu basé sur une histoire originale, ça sera cool. Et donc ça parle de quoi? C'est une série de détectives privés. C'est Face, on est d'accord. Non, je crois que c'était elle, moi. C'est une série de détectives de détectives privés. C'est une héroïne. En fait, elle a des super pouvoirs, donc super force, super résistance. Ça peut même voler, on sait pas trop, ou en tout cas sauter très haut. Elle saute très haut. Elle saute très haut. Ouais. Mais à un moment, il y a Trish, donc sa demi-sœur aussi, qui est un personnage important. Ah, c'est sa demi-sœur. Tu viens de me spoiler la série. Ah merde, mais on le sait déjà ça. Moi, je croyais qu'elles étaient amies. T'as vu jusqu'à où? J'ai vu 4 épisodes et je crois qu'elles étaient seulement amies. Non, ils le disent dès le début, ça. Bref, il y a un gros casting féminin aussi. Ça, c'est assez rare dans les séries américaines. Il y a peut-être. Mais les personnages masculins sont vraiment des faire-valoir, quoi. C'est impressionnant. Ouais. Enfin, pas vraiment, parce qu'il y a un personnage masculin très très fort. On en parlera juste après, mais. Et donc ce que j'ai adoré dans Jessica Jones, c'est Jessica Jones, le personnage en lui-même, qui est une femme forte, super-héros, c'est carrément Buffy, quoi. C'est la même chose, et c'est même Buffy en saison 6, c'est-à-dire qu'elle est dépressive, un peu alcoolique, elle assume pas son statut de héros, et elle en chie grave, quoi. Et c'est surtout qu'en fait elle est marquée, elle est traumatisée par ce qu'elle a vécu avec Killgrave, qui est donc le grand méchant de la série. En fait, c'est là où c'est une fausse série de policière, c'est que finalement c'est plus une traque très. Il y a plein de trucs que j'ai pas encore vu là. Ah oui, la bande-annonce ça spoil la mort. Putain, la scène du commissariat, c'est un truc de malade. Oh là là. Ah oui, c'est vrai qu'il spoil vachement. Ne regarde pas. Faut pas que je regarde. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est une fausse série un peu de détective, parce qu'au début il y a 2-3 enquêtes, puis après ça part en traque de Killgrave, donc qui est joué par David Tennant, qui est le meilleur personnage de la série, il est complètement incroyable. David Tennant qui joue Doctor Who, qui est le 10e docteur dans Doctor Who. Qu'on a vu dans les premières saisons, enfin dans la deuxième, puis dans au moins 3-4 saisons de Doctor Who. T'essayes de parler de Doctor Who? Ouais, d'accord. Oui, il est dans 4 saisons, et après ils ont fait 4 films, 4 téléfilms. Enfin, il a fait 5 ans de Doctor Who, c'est un des docteurs les préférés des fans, quoi. Et là il joue un rôle de méchant, mais un vrai salaud, quoi, qui a un pouvoir complètement incroyable, c'est-à-dire qu'il dit quelque chose à quelqu'un et il le fait. Et mais ils vont très très loin en utilisant ce concept, ça fait froid dans le dos, le mec il fait très très peur. Et Jessica, on apprend qu'elle était sous son emprise, donc elle l'a mal vécu. Alors c'est ça qui est extrêmement déstabilisant quand on commence la série, c'est que la série prend en cours une histoire déjà avancée, en fait. On débarque dans cette série et a priori il s'est déjà passé plein de trucs qu'on va apprendre petit à petit, en fait. C'est ça l'idée de départ. C'est ça, et puis c'est peut-être là où dans la BD ça doit être expliqué avant, parce qu'en fait elle rencontre beaucoup de personnages de super-héros de Marvel, donc ils n'ont pas mis dans cette série, même si c'est. Mais c'est souvent. Ils parlent de la bataille de New York, donc le Avenger a existé dans cet univers. C'est le même univers que Daredevil qu'on a vu en début d'année, l'année dernière. C'est par les mêmes producteurs, c'est Netflix, c'est la même chose. Est-ce que c'est pas ça le gros problème de cette série? C'est que moi j'ai déjà vu 4 épisodes. Je me suis emmerdé à mourir. Non, mais non. Ça n'avance pas, je ne comprends rien. Les intrigues n'ont aucun intérêt. En fait.
il ne se passe absolument rien dans cette série. Et tout le monde me dit oh tu vas voir c'est génial, c'est mieux en mieux. Et j'ai déjà vu 4 épisodes quoi. Mais en fait c'est le problème des séries Netflix je pense. Et c'est... Oh faut avancer. Non, c'est le problème des séries Netflix. À partir de quand, du 13ème ça te va bien? Non ça devient génial. À partir du moment où David Tennant il est aussi important que Jessica Jones. C'est ça. À un moment donné, on le voit autant que Jessica, il est aussi important qu'elle. C'est l'autre héros de la série. Alors, quand et ça, c'est quand j'aurai abandonné? Quand ça sera nul? Non, c'est épisode 5, je crois. Bref, Netflix, ils ont tout balancé d'un seul coup. Et du coup, t'es censé tout regarder. Et du coup, la construction est pas comme une série normale. Enfin, du coup, c'est pas bien. Il faut s'accrocher. C'est comme un grand film, quoi. Et d'ailleurs, c'est peut-être le seul défaut moi, que je trouve la série, c'est que vers la fin, ça tourne un peu. Tu te dis qu'ils auraient pu finir avant, ils tirent un peu sur la corde. Enfin, là, je spoil pas. Mais... là, j'ai l'impression qu'ils tirent beaucoup. Non, parce qu'au début, il se passe rien du tout. Justement, t'as vu un dixième de ce qui se passe. L'intrigue du 3e ou du 2e épisode, je sais pas, c'est elle doit chourer des médicaments dans un hôpital. La meuf, comme tu l'as dit, elle a des super pouvoirs. L'enjeu de l'épisode, elle passe 1 heure à se demander comment je vais aller chourer des médicaments dans un hôpital. Il se passe pas 1 heure où elle fait ça, il se passe plein de trucs. Il y a plein de personnages qui sont hyper importants, d'ailleurs hyper intéressants, hyper développés. Ça rend vraiment excellent. Killgrave, il est incroyable. C'est laborieux quand même, c'est très laborieux, ça met beaucoup de temps à se mettre en place, on est d'accord. Ça met un peu de temps à se mettre en place, mais ça vaut vraiment le coup de s'accrocher, je trouve, et d'aller jusqu'au bout. Le fait que ce soit compliqué d'approche comme ça passe forcément gênant. Je sais que Sense8, tu peux être déconcerté dès le départ, et puis si jamais tu... tu te fais pas chier devant Sense8. Tu peux ne pas accrocher, je veux dire, cette allée et venue sans cesse, tu vois, tu peux... non, enfin tu vois, je parle pas de l'ennui que tu peux avoir, mais le fait que le début soit pas facile. Et puis ça, c'est l'approche aussi. C'est tiré par les cheveux. C'est l'approche de Netflix qui essaye de ne pas du tout colorer ses super-héros. Oui. C'est pas du tout du Marvel. C'est du Marvel vu autrement, plus adulte peut-être. Moins dans le divertissement, plus dans de la psychologie. Et la violence, tout simplement. Ouais, la violence plus noire et tout. C'est 1000 fois plus intéressant que les derniers films Marvel. Mais oui, ça c'est pas dur. Mais ils se satisfont de pas grand chose. J'ai l'impression que on montre pas que c'est un super héros et genre ça suffit. Ça veut dire qu'on fait un truc intello. Non mais il y a pas que ça. Mais regarde Killgrave, va jusqu'au bout. Alors, regarde les autres épisodes. Mais je trouve ça dommage quand on me dit une série, c'est pas bien, mais ça va être bien. Non mais je suis d'accord. Est-ce que ce serait pas mieux de regarder Veronica Mars à la place de Jessica Jones? On peut regarder Veronica Mars, mais Veronica Mars elle a pas de super pouvoir. Parce que moi je viens de finir Veronica Mars et en voyant ta Jessica Jones là, j'avais très envie de retourner voir Kristen Veronica Mars. Il y a plus d'humour, il y a tout un univers un peu à la Sunnydale avec la vie de. C'est pas du tout la même approche. Et c'est une détective privée carrément. Veronica Mars, il y a plus affilié à Buffy, c'est sûr, que Jessica Jones. Mais c'est quand même une série avec une héroïne forte et ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de série comme ça, je crois. Tout de suite, passons à la rubrique. Si t'aimes Buffy, c'est pas sûr que tu vas aimer ça parce que ça n'a pas trop de rapport, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. Hey Scotty, you find anything? Scotty! Scotty! You bastards! Why are you torturing me like this? That is the stupidest thing I ever heard of. Alors. Débat Veronica Mars et Jessica Jones sur le chat. Veronica Mars, c'est tellement. Ah, c'est moi qui commence! J'ai un système Buffy, c'est pas sûr que tu aimais ça, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. Sur une bande-annonce. C'est. Alors, super. C'est la bande-annonce de Suicide Squad. Donc, on a vu partout sur les internets aujourd'hui, qui est sorti aujourd'hui. Ouais. Alors, vous le savez, Clément et Riley, nos auditeurs le savent pas forcément, mais vous le savez, que moi personnellement, ça fait un petit moment que je regarde plus du tout, pratiquement plus les bandes annonces, les affiches de films. Je veux en savoir le moins possible. T'as pas vu la bande annonce de Star Wars par exemple? J'avais pas vu de bande annonce Star Wars avant d'aller voir le film. Je me suis rattrapé depuis. Mais voilà, j'essaye d'en savoir le moins possible sur les films avant d'aller voir, parce que j'ai eu la désagréable habitude d'être déçu par rapport à ce qu'on me promettait d'un film et ce que j'avais une fois que j'étais dans la salle. Sauf là, que t'as regardé Suicide Squad. Je me balade sur les internets aujourd'hui et j'apprends qu'il y a une bande-annonce Suicide Squad qui a l'air incroyable, et surtout au détour d'un tweet j'apprends que le monteur qui a fait la bande-annonce a mis une musique de Queen. Ouais, ce qui fait tout le succès de cette bande-annonce. Moi, très grand fan de Queen, du coup je vais faire un tour. Et j'ai trouvé cette bande-annonce incroyable. Donc on est bien d'accord que le film, on en a rien à foutre, je parle exclusivement de la bande-annonce. Une bande-annonce qui est donc qui utilise peut-être un des meilleurs morceaux de musique de l'univers, qui est donc Bohemian Rhapsody. Je n'ai pas peur des mots, c'est très clair, c'est un morceau monstrueux que tu reconnais. Et donc déjà ça fait très très plaisir, mais surtout c'est pas utilisé bêtement
pour plaire et illustrer les images marrantes. On utilise à fond les changements de rythme, il y a beaucoup de changements de rythme dans ce morceau génial. Il y a beaucoup d'utilisation du sound design pour soutenir les instruments. La bande-annonce est rythmée par des coups de poing, par des coups de feu, par des douilles qui tombent par terre. Et du coup, c'est ce que je veux dire, c'était un peu mon coup de cœur du soir. C'est de maintenant considérer les bandes-annonces comme des œuvres, parce qu'on est d'accord, on parle pas du film. Le film, je m'en branle, à ce moment, je n'irai pas le voir, et cette bande-annonce n'est pas là pour me donner envie du film ou pas. Moi, ce que je trouve, c'est que cette bande-annonce, j'ai eu plaisir à la regarder. Une œuvre en soi. C'est une œuvre en soi, voilà, totalement indépendante du film qu'elle est censée vendre, parce qu'on le sait maintenant, les bandes annonces ont leur code, ont leurs règles, il faut que ça fasse. Queen sera peut-être pas dans le film au final. Non, mais là c'est un peu opportuniste. Alors c'est exactement, c'est très opportuniste parce que c'est facile de prendre Bohemian Rhapsody et mettre des images fun par-dessus. Moi aussi je peux le faire et ça marchera très bien et j'aurai une bande annonce. Sauf que je vous dis, il y a eu ce travail du son et du rythme et du montage super intéressant que j'ai trouvé très 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 cool. Et c'est une chose d'utiliser un morceau cool pour vendre un film, c'en est une autre de l'utiliser correctement. Et je trouve que cette bande annonce elle se suffit à elle-même. J'ai même pas envie d'aller voir ce film. Ça c'est bon, t'as été servi. Je m'en fous de ce film. Mais je vais me regarder 50 fois de suite cette bande-annonce que je trouve géniale. Parce que j'adore Queen et Bohemian Rhapsody. Ok. J'adore Freddy. Ouais. Vive Freddy. Alors, donc tu n'es pas d'accord, Riley? Bah non, pourquoi? C'est des bouts de film, c'est le film qui compte. C'est pas une fausse bande-annonce, c'est le... On peut parler peut-être d'exercice de style, si pas d'œuvre, tu vois. C'est pas une œuvre. Et bien sûr que si, c'est une œuvre. Bah les DJ ils font des œuvres. Les DJ ils prennent des morceaux de musique, ils les reboutiquent ensemble, on appelle ça des œuvres. Les BA c'est des œuvres. En fait, si vous regardez le début de Tropic Thunder, vous avez, voilà, les gars ont tout compris sur les bandes annonces. Tu sais, avec des parodies de le rôtisseur 3, 4, 5. Here we go again and again. Ça donc, finit jamais. Maintenant, voilà, moi je regarderai les bandes annonces comme des œuvres. Voilà. Et donc, comme des œuvres carrément. T'as vu Suicide Squad du coup? Ah bah mais surtout, je n'avais pas envie de le voir avant et je n'ai toujours pas envie de le voir. Mais non, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai vu un superbe clip de Bohemian Rhapsody et ça m'a suffi. Ouais, d'accord. Avec Margot Robbie en plus. Je vois ce que tu veux dire. Margot Robbie. Avec Margot Robbie et Will Smith de iRobot. Donc, qui a l'air d'être un gros bourrin là. C'est Deadshot, je crois. Clément, t'avais un système Buffy, c'est pas sûr que tu aimais ça parce que ça n'a pas trop rapport, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. Exactement, j'avais un pourquoi Buffy c'était un peu c'est très cool. Alors c'est Ash versus Evil Dead et non évidemment. Voilà. Parce que j'avais présenté le teaser, le cœur battant et la larme à l'œil lors du podcast, tu sais, avec Quacos et Mr. D. Et depuis j'ai vu et puis bon bah je dois l'admettre que j'ai été un peu déçu quand même malheureusement. Alors ça a le mérite d'être fun, hein, ça y a pas de doute. Il y a des scènes bien gore, bien craspec. Ash n'a jamais été aussi con, désinvolte et irrespectueux quoi. Bon, c'est devenu un sacré connard, c'est un peu triste. Mais bon, le personnage est du coup voilà. Et bon, et je mentirais si je disais que j'étais pas comme un fou en voyant la tronçonneuse ou la cabane, tu vois, qui bon là je m'adresse aux puristes. À la fin de la saison, on voit la cabane qui n'a absolument pas changé depuis la saison. T'as regardé toute la saison quand même? Eh ben évidemment, je me présente à vous après l'avoir tout vu. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle de la cabane et de la tronçonneuse? Parce que les fans de la première heure, hein, tels que moi évidemment, sont aux aguets forcément, et à la rigueur on sent qu'ils ont été pris en compte dans le processus de création parce que la série n'est pas elle n'est pas conçue que pour draguer un jeune public, enfin un public nouveau. Fan service. Il y a également, j'étais sûr que vous alliez me lancer là-dessus, effectivement il y a du gros fan service. Mais malgré ce fan service, la sauce met du temps à monter, tu vois, et pour le coup pour moi elle a du mal à prendre quoi, malheureusement. Alors là tout simplement déjà parce que la réelle je la trouve un peu mollassonne. Y compris l'épisode 1 réalisé par Sam Raimi himself, tu vois, enfin sa mise en scène est à peine plus inspirée, mais pas plus que ça, quoi. Et puis surtout, il y a des raccourcis au niveau du scénario, moi, qui m'ont fait bondir, et la palme revient à l'épisode 1, c'est où Ash, en fait, l'épisode 1. Ash fume de la bœuf, du coup il invoque les démons. Parce qu'il a fumé de la bœuf, ça n'a aucun sens. C'est nul, c'est nul. J'étais hyper déçu. J'ai failli pas continuer, les gars. J'ai failli pas continuer. C'est un de vous deux qui a dit ça. C'est une parodie d'Evil Dead. Je sais plus, c'est peut-être moi, ouais. Bon, bref. Et au début, c'est une parodie d'Evil Dead. Et voilà. Et du coup, est-ce que j'aurais continué si j'étais pas un grand fan d'Evil Dead? Je sais pas. Bah non, parce que moi, je suis pas un grand fan et j'ai arrêté très très vite. Et ouais. Alors, je termine donc en disant que Ash vs Evil Dead, c'est cool. J'attends la saison 2. Oui, ça quand même. Oui.
Voilà, parce que ça se prend pas une seule seconde au sérieux, ça j'ai bien aimé. Et c'est peut-être, ça m'a rappelé à l'ordre parce que moi, pour le coup, j'ai fait l'erreur de prendre la série Evil Dead au sérieux. Ce qui n'a jamais été l'intention de Sam Raimi, Bruce Campbell et Robert Tapper, à mon avis. Il y a Xena quand même. Oui, et en plus, il y a Xena, on est content de revoir Lucy Lawless. Il y a tout le monde. Elle défonce un peu Xena, parce que moi je suis arrêté quand elle arrivait dans la série. Non, mais ouais, après, elle a un rôle super important. Pour le coup, ça me gêne pas ce rôle. Voilà, il est très controversé, son personnage est très controversé. Moi, je l'aime bien. Elle fait un lien. Elle fait le lien avec la trilogie originale. Ils sont pas terribles, c'est les personnages secondaires. Les deux jeunes, ils sont nuls. Moi, j'aime bien leur duo. Mais oui, c'est pas. En même temps, en fait, je le trouve attachant. On est d'accord qu'au début, je les supportais pas, et j'aime bien, le lien qui unit le gosse. Et d'ailleurs, je me demande s'il joue pas dans Mon beau-père, mes parents. Moi, j'ai vu jusqu'au 7, je crois, et je suis d'accord avec toi. C'est de mieux en mieux finalement la série. Ils sont de plus en plus attachants. Voilà, il y a un truc, qui se lâche vraiment, qui se lie entre eux. Et là, il y a des trucs intéressants, mais des fois non, et je trouve Bruce Campbell un peu en dessous, je sais pas, je trouvais qu'on n'utilisait pas assez ce mec à bon escient, et finalement je me dis que c'est peut-être pas un grand comédien, je sais pas. Ah oui, carrément. Il y a un truc que j'aimerais voir, c'est Comic Book, c'est réalisé par Mark Hamill, où il y a Bruce Campbell dedans. Alors, tu vois, Comic Book, Comic Book ça s'appelle. Je crois que c'est un dessinateur. T'as pas vu c'était deux idoles d'enfance qui ont fait ça et t'as pas vu ça. Et non, mais j'ai vu passer l'info et puis j'ai oublié d'acheter le DVD à la Fnac, bien sûr. Tu me parles de Xena bientôt, tu me parles de Xena et de Hercule. Il faudrait qu'on en parle aussi. Ouais, si vous voulez. Il faudrait qu'on en parle. Sur Evil Dead, c'est tout ce qu'on avait à dire sur Evil Dead ? Bah ouais, c'est tout. Alors, est-ce que ce serait pas le moment de conclure ? Qu'est-ce qu'ils en pensent? On a tout vu. Oui. On a tout vu, on a tout fait. Vous aviez une annonce peut-être à faire, les gars, ou pas ? Il parle pas beaucoup d'Evil Dead sur le chat. Une annonce ? Mais oui, on voulait annoncer que. Une annonce. Mais ouais. oui. Oui, mais c'est. Il faut qu'on en parle. On a une idée incroyable. Heureusement que je vous lance. On a un truc à dire. Non, on s'en serait rappelé. On a des choses à dire. Une idée incroyable avec Carole à la Comic Con, Carole de Clapmag, et tous les gens qui étaient avec nous sur le stand. Et sont témoins. On sont témoins. On va donc faire une soirée au dernier bar avant la fin du monde à Paris. Donc c'est un bar qui sont à Paris vers Châtelet, c'est ça ? C'est ça. Bon, on en reparlera. Hein. Bien sûr, ouais. C'est donc le Clément 26 avril, merci. Le 26 avril à partir de 19h. Donc on fera une soirée Buffy avec un podcast en public. Hein, avec Sarvan, t'es prêt ? Je suis pas là, moi je crois. On fera peut-être pas un épisode, on fera des débats, on verra ce qu'on fait, des quiz ou des trucs comme ça. Oh non, pas des sondages quoi. Des sondages, des quiz. Une soirée de sondages. Ça va être incroyable. Et surtout, deuxième partie de soirée, Clément. Un karaoké. Oh là là. On va faire un karaoké sur Once More We Feeling. Donc il faut être là. Soyez là. Je vais vous défoncer les gars. C'est génial. Donc il faut absolument que vous veniez. On en reparlera dans chaque podcast. Mais les gens du dernier bar, on fera de la pub. Vous ont autorisé à organiser un karaoké Buffy chez eux. Tout à fait. Bah oui, si on l'annonce ce soir, c'est que. Ils sont au courant du merdier que ça. Ils sont au courant. En fait, ils ont dit que c'était un mardi en fait. Ouais. Parce qu'on voulait le week-end. Bref. Voilà. Et puis oui, ils sont au courant vu qu'ils nous laissent tout gérer et tout. Donc du coup, voilà, ils sont au courant que c'est bien bordélique. Mais on espère que vous serez là, quoi. Karaoké, ça va défoncer. Absolument venir. Bon, on en reparlera. Let me rest in peace. Ça va être génial. Voilà, donc le 26 avril, ce sera gratuit. On a le temps encore. Voilà. Je m'entraîne pour le. Donc 26 avril alors. Vivement. Voilà. T'es prêt? Il faudra que tu prépares un conducteur. Donc faut un conducteur. Pourquoi Je m'occupe de rien. Moi, c'est votre soirée. On les te gars. dira ce qu'il faut faire. Quoi. Voilà. Voilà. Tu seras pas là? Je serai pas là. Ah oui, d'accord. Mais je peux envoyer un ami si vous voulez. Oui. Un représentant. Un représentant de moi. Oui. Un Sartois. Un Sartois quoi. Si j'envoie un Sartois, ça va. Bah oui, ça passe. Ça passe. Mardi 26 avril. Bah, c'est en semaine. C'est un peu dommage, mais bon, tant pis. Il faut être là. S'il y a un karaoké. On va rire. Bon bah c'est tout ce qu'on avait à dire. Alors c'est une super annonce là les gars que vous avez fait. Il y a des gens. Oui, si on était Under Your Spell au dernier bar, il y a des gens qui vont regretter. Clips nous dit ça. Oui. Aïe. Ça va être pas mal. Ça va être très très bien. Moi j'ai trop hâte. Bon, on fait des gros bisous. Oui, des gros bisous. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des étoiles ou des commentaires sur iTunes. C'est très très important. Oui, mettez-nous des commentaires sur le site, sur l'épisode, ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. Et si vous voulez rester informé, rester connected, jacked in comme dirait Fritz, sur le podcast Pourquoi Buffy c'est génial, vous nous suivez sur les Facebook, sur les Twitter, et voilà, hein. On vous fait des gros bisous. Gros bisous. Allez, et allez voir IPM. Salut.